Ça va démarrer. Voilà, ça y est, c'est bon. On est en route. Ok. On est en route. Bon, bah, alors, bonsoir Frédéric. Salut. Alors, je connais pas ton nom. Je sais que tu m'as contacté. Comme je fais beaucoup d'interviews cette semaine, je sais pas, il y en a pas mal qui tombent. Alors, j'avais des Québécois. Là, j'en avais encore un Québécois qui me demandait. Attends, Toi, t'es pas Québécois, je pense. Hein, t'as pas l'accent. alors, je m'appelle Guillaume. Voilà. Voilà. Pour tout te dire, Guillaume Attowell, de mon nom de famille, n'est-ce pas? Et alors, ta chaîne, c'est exactement parce que j'ai vu que tu produisais pas mal d'interviews, on va dire. Alors, en fait, ma chaîne, ça s'appelle La Voix du Phénix. Et donc, c'est une chaîne qui, au départ, a pour vocation de parler de tout ce qui relève de la spiritualité, l'ésotérisme, la mystique, avec un angle à la fois, on va dire, un peu traditionnel, tu sais, conforme à la philosophie antique. Et aussi, on essaie d'introduire un petit peu des notions alors scientifiques dans le sens, comment on pourrait dire ça, pas physique quantique parce que c'est un peu le mot à la mode et les gens voient pas très bien de quoi on parle, mais on essaie, si tu veux, de faire rentrer le point de vue de la méthode critique pour pas non plus tomber dans le New Age et ce genre de choses, quoi. La méthode critique, parce que moi, je suis un garçon simple. Il y a quelques termes que je ne connais pas. D'accord. Tu vois, si tu veux, la science moderne repose sur une méthode d'observation. Il y a un protocole, et c'est ce qui permet, si tu veux, aux scientifiques d'aujourd'hui de pouvoir reproduire leurs expériences, prouver des théories, etc. C'est ce qu'on appelle, grosso modo, la méthode critique. D'accord. Voilà. Donc, et l'idée, si tu veux, dans ma chaîne, c'est d'aborder les choses aussi un peu de ce point de vue-là, histoire de ne pas tomber dans le New Age facilement et tu vois, bon, les éléphants roses et tout le bordel, quoi. C'est un peu ça l'idée. Essayer d'avoir un argumentaire, même si ce n'est pas prouvable, au moins que ça ne soit pas démontable. Voilà, on essaie de faire en sorte que ça tienne un peu la route et que au moins les interrogations soient honnêtes et que ce ne soit pas simplement, comment dirais-je, des trucs lancés dans l'absurde, tu vois, où on ne peut rien vérifier du tout, où il n'y a même pas de traces de quelque chose de substantiel pour pouvoir réfléchir, quoi. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Alors, du coup, si tu veux bien, on va attaquer tout de suite. Ouais, si tu veux. Moi, je veux bien. Pas de problème, je suis là pour toi. Hein. Donc alors, déjà, merci. Merci d'avoir répondu à l'appel, d'avoir accepté de jouer le jeu ce soir. Parce que comme je te l'ai dit, pour l'instant, c'est une petite chaîne qui démarre. On a une petite communauté, on n'est pas encore beaucoup. Et toi, tu as déjà marqué ta place. Et donc, ça fait plaisir de voir que malgré une certaine notoriété, tu restes accessible. C'est très touchant. Et je voulais te le dire parce que je pense que c'est important. Voilà. Je n'ai pas une chaîne YouTube qui draine des millions de personnes, mais j'ai 34, 35 000 personnes et ça monte. J'ai des fois beaucoup de vues. Et c'est des vidéos qui sont assez longues. Alors, ce n'est pas du divertissement. Donc, pour une chaîne qui n'est pas du divertissement, on va dire qu'on est dans le top. Ouais, moi je trouve que quand même, tu as du bon boulot qui a été abattu sur ta chaîne. Il y a quand même une bonne communauté. Et bon, c'est bien, hein, c'est super. Hein. Divertissement, c'est ça, hein, c'est pas de la chaîne comique. Parce que quand tu as des chaînes comiques avec du divertissement, avec des effets sonores et tout, en général, tu montes très vite. Mais pour des chaînes, on va dire, entre guillemets, scientifiques, hein, ouais. tu as tout le temps d'avoir un raisonnement, on va dire, au moins logique, hein, qui ne puisse pas être, comment on dit, battu en brèche, qui ne puisse pas être détruit. J'étaye mon raisonnement d'une façon logique, on va dire scientifique un peu. Hein. Ah ouais, j'entends. Ça fait partie des choses qui m'ont intéressé. J'ai quand même des gens, je prends plusieurs milliers de personnes tous les ans en plus. Ah oui, tu as quand même du monde qui te suit. Alors justement, pour les gens qui sont là, alors tiens, bonsoir Greg David Aude Brand. Bon, déjà, je vais mettre les liens pour que les gens puissent te suivre. C'est mon collègue breton. Voilà, bonjour la Bretagne alors. Dans le droit et spécialisé aussi dans la Chine et dans les philosophes chinois et la logique chinoise. D'accord, ça c'est intéressant ça. Voilà. Alors je mets tes liens sur le chat pour les gens, comme ça ils vont pouvoir aller voir ce que tu fais. Donc j'ai déjà posté le Facebook, je vais poster la chaîne YouTube et le site Méthode de Lavier, parce que c'est quand même aussi important ça. Hop, comme ça, tout le monde peut aller voir un petit peu ce que tu fais plus en détail. Alors, voilà, moi,
ce qui m'avait intéressé, je te suis depuis à peu près un an et demi. Je pense que ça fait un truc comme ça. Donc, tu as dû devenir un éveillé maintenant. Ah, écoute, j'espère. En tout cas, j'ai appris beaucoup de choses. Ça, je peux pas le nier. Il faut expliquer aux gens quand même que devenir un éveillé ne change absolument pas ta condition, on va dire, ta condition humaine dans le monde. Parce que les gens pensent devenir un éveillé, s'extraire de la souffrance, c'est que ça, non, pas du tout. Tu comprends simplement le fonctionnement du monde. Tu restes le même, avec les mêmes passions, les mêmes, mais tu arrives à les contrôler. Tu vois, c'est ça la différence. Et surtout, ça te nettoie, puisque tu ne peux plus avoir de haine. Tu peux avoir de la colère, mais tu ne peux plus avoir de la haine, en sachant que si les gens font des mauvaises choses, hein, si le monde tourne des fois mal, ben, ce n'est pas forcément de la faute des gens, et c'est qu'une suite logique, une suite d'événements logiques, hein, et que c'est à nous d'essayer de rétablir ça. Hein. Donc, après, quand on comprend le fonctionnement des choses, quand on en comprend les causes, eh ben, on n'a plus de haine. Par contre, on peut combattre. Hein. Combattre dans la joie. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. J'ai fait une vidéo là-dessus, c'est marrant que tu en parles. C'est vrai que le mot éveil, déjà, bon, c'est un mot qui circule beaucoup dans les milieux spirituels et compagnie. Je ne suis pas certain que le mot porte encore son vrai sens. Galvaudé souvent parce que les mecs pensent atteindre égoïstement une espèce de nirvana, de plénitude, de joie interne, alors qu'en vérité, ce n'est pas le but de l'éveil, ce n'est pas ça. Le but de l'éveil, c'est de prendre conscience de qui nous sommes réellement et de ce qui est fondamental dans ce monde. Hein. Ben c'est ça. Alors voilà, là déjà, tu marques un premier point important. Justement, c'est que dans ton discours, dans ton approche, la condition humaine, biologique, j'ai envie de presque te dire grégaire, sans caricaturer le mot, tu vois, c'est vachement important. Et justement, ça m'avait beaucoup. C'est que justement, c'est pas parce qu'on est éveillé qu'on perd sa condition humaine. C'est pas parce qu'on est éveillé que la biologie s'arrête et que la Terre s'arrête de tourner. Et ça, justement, ça m'avait beaucoup touché parce que c'est un discours qu'on n'entend pas. Soit tout le monde cherche la lumière et on cherche à s'élever et donc à s'extraire de cette condition terrestre. Alors ça veut dire que quoi, on n'a plus de corps, on n'a plus, tu vois, on se lève plus le matin, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et justement, tu fais partie de ces gens qui disent bah non, on peut très bien s'élever au niveau de sa conscience et pour autant rester les pieds sur terre et justement mieux comprendre la logique de la condition humaine. Alors ça, dans ce que tu dis toi, j'y vois derrière ça ta grille de lecture qui est basée sur ce que tu appelles justement les rapports énergétiques, si je ne me trompe pas. Ah oui, il n'y a que ça. Alors, justement, est-ce que tu peux nous la présenter, cette grille de lecture? Parce que alors, moi, personnellement, je la trouve géniale et c'est en grande partie pour ça que j'ai commencé à suivre tes travaux. Et si tu pouvais nous faire une petite présentation de cette grille de lecture, ce serait génial, si tu peux. C'est-à-dire que toute relation humaine, toute relation vivante, toutes les relations de la vie sont des relations énergétiques, des choses entre elles, tout simplement. Hein. Il y a tout organisme vivant, tout organisme. Hein. Alors, où est-ce qu'on va mettre la jonction entre le vivant et le non-vivant? Hein? On va dire que le vivant, on va dire que la matière qui est de l'énergie, enfin, plus on va dans la matière, plus on s'aperçoit qu'elle n'existe pas, hein, et qu'elle n'est que vibration, hein, la vibration divine, le Om, l'alpha et l'oméga. Om. Hein, on va faire comme ça. Non, mais c'est réel. Tout est vibration. Je veux dire, après, quand les mecs étudient la matière, ils s'aperçoivent, en fin de compte, que plus on rentre dans la matière, moins on perçoit la matière. On perçoit des vibrations, on n'arrive pas. Il n'y a pas de matière réellement, il n'y a que vibration. Oui. Mais la différence fondamentale entre la vibration qui génère la vie et la vie, c'est que, et la matière, alors l'énergie génère la matière change d'état en fonction du milieu, hein, en fonction de la vibration, de la chaleur, en fonction de la pression, tout ça. Mais la vie a quelque chose de fabuleux. Je n'ai pas encore mis les doigts dessus, je n'ai pas encore compris tout. Et d'ailleurs, je pense que les chercheurs n'ont pas encore tous compris encore. C'est que la matière change d'état
et la vie se duplique. Tu vois, et ça, c'est le côté magique. Comment il y a cette duplication? On en est encore à chercher. Alors, moi, je n'ai pas encore trouvé. Peut-être qu'un jour, je trouverai. De toute façon, nous sommes sur Terre pour essayer de comprendre le monde avant de mourir. Hein. Et que la vie qui engendre cette duplication, hein, la vie se duplique, en fin de compte, se duplique toujours avec des variations, des défauts, on va dire, ce qui ne sont pas des défauts, on va dire des modifications, ce qu'on appelle des mutations, et que ces mutations entraînent des variations dans la duplication, c'est-à-dire des changements dans la duplication. Alors, c'est des changements aléatoires à la base, hein, mais en fin de compte, ce sont des changements aléatoires qui sont faits pour générer une matière, on va dire un être, la vie, qui sera mieux adapté au milieu et qui lui permettra de mieux y survivre et de se dupliquer encore mieux. Tu vois, c'est vraiment quelque chose d'étonnant. Tu vois, c'est comment du chaos de la soupe primordiale, on a pu arriver à l'ordre. Alors bon, en vérité, c'est en prenant de la logique pure et dure. Tu sais, ici, on parle comme dans un bistrot, hein, c'est ce qu'on me dit. Je parle dans un bistrot, mais je ne vais pas dans les bistrots, mais ce n'est pas grave, je ne bois pas d'alcool. Quand je bois de l'alcool, c'est pour accompagner une fille et pour pouvoir montrer que je ne résiste plus et lui laisser l'idée qu'elle se donne, mais qu'en fait, elle se donne sans se donner, quoi. Donc, ou que je suis avec des amis dans un pays étranger et que je participe à la culture du coin. Donc, où j'en étais? Donc, j'en étais à la matière qui se transforme et qui donne la vie à un moment donné. Et qui donne la vie à un moment donné. Alors, cette vie est faite pour s'adapter, hein, cette vie, progressivement, génère l'esprit. Mais toute vie, tout organisme, justement, a comme but de se dupliquer. Tu vois? Ouais. Et de transmettre justement cette duplication qui est une adaptation au milieu, c'est-à-dire que qui permet justement à cette structure qui se complexifie, hein, de s'adapter de mieux en mieux. Alors, comme je dis, comment cette soupe, alors on revient à la soupe primordiale, comment ce chaos initial peut générer l'ordre, tu vois, l'ordre qui génère la vie, qui génère la matière et la vie. Tout simplement, il ne peut y avoir que l'ordre. Alors, je dis comment ça? Non, le chaos ne peut générer que l'ordre. Mais comment ça? Alors, ils vont dire, tout simplement, en logique pure, c'est que le chaos, donc le chaos, c'est une espèce de soupe primordiale où il y a où il y a des vibrations, la matière vibre d'une façon aléatoire, d'une façon chaotique, hein, sans ordre réellement. Comme elle a l'éternité devant elle pour agencer d'une façon aléatoire cette vibration, on va dire cette matière, mais ce n'est pas encore de la matière. Comme elle a l'éternité devant elle, à un certain moment, l'instant zéro, naît l'ordre. Donc naît un agencement rythmique. Tout simplement. Ce qui va générer la matière et la vie. Donc, le chaos, l'énergie qui part dans tout, ne peut générer que la matière et la vie. Tu vois? Donc, c'est la logique pure. Et c'est l'instant zéro. C'est-à-dire que l'univers ou Dieu ne peut générer que Dieu et la conscience. C'est-à-dire que la vie et la conscience. Tout simplement. Et tu comprends ce que je veux dire? Oui, je t'entends, très bien. Simple, hein? C'est ce qui je trouve amusant entre guillemets, c'est que tu viens de me résumer ce qu'on appelle chez les hermétistes. Les hermétistes, tu vois à quoi je fais référence quand je dis ça, ou ça te... C'est pas des mecs qui étudiaient les Égyptiens, un truc comme ça? Voilà, la tradition hermétique, ça vient de l'Antiquité. Et... Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que ça n'a pas été fait au 19e siècle avec des gourous qui récupéraient des bourgeoises et des bourgeoises pour les... Il y a eu ça aussi, oh là là, il y a eu ça aussi. Moi, pour faire la petite parenthèse, je faire payer dans leur secte. Comment? Pour les faire payer dans leur secte et en profiter financièrement et profiter sexuellement de la bourgeoise. Ah ben ça, je pense que c'est clair, ça s'est passé, ça c'est obligatoire. Mais je pense que dans le siècle des Lumières, les mecs ont récupéré tout ça, se sont fait des petites sectes de bourgeois, ils ont bien baisé, ils ont bien bu, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, je pense quand même que l'origine est historiquement, on commence à trouver des traces historiques qui sont plutôt probantes,
qui laissent à penser que la période hellénistique, donc tu vois, quand l'Égypte a rencontré le monde grec, il y a des savoirs qu'on a pu faire remonter jusqu'au Moyen-Âge ici, et bon, il y a quand même des choses, quoi. Mais en fait, ce que tu disais là, bon, je ferme la parenthèse et je reprends là où on en était. Ce que tu dis, c'est ce qu'on appelle la tradition primordiale. En tout cas, moi, c'est à ça que c'est ça que ça m'évoque. La tradition primordiale, si tu veux, c'est cette idée que peu importe les cultures, peu importe les peuples, à chaque fois, il y a une mythologie, un mythe fondateur qui démarre toujours de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de force originelle. En physique, on parle de singularité initiale quand on parle du Big Bang. Et puis finalement, de cette force originelle va se mettre en route tout le schéma que tu as décrit. C'est-à-dire une vibration, un mouvement qui, au fur et à mesure, va provoquer, va faire apparaître la vie. Et c'est marrant parce que j'ai le sentiment, c'est très personnel, que la science, finalement, essaye d'expliquer la nature et l'origine en partant de la matière et en essayant de remonter le plus loin possible pour essayer de comprendre un petit peu comment ça s'est passé. Et les anciens, ce que j'appelle les anciens, c'est les penseurs antiques ou ce genre de personnes, etc. Eux, en fait, alors, étaient convaincus, j'en sais rien, j'y étais pas. Mais a priori, dans leurs écrits, laissent la trace et disent que eux, ils étaient d'accord pour dire que dès le départ, il y avait cette espèce d'éternité, cette espèce de chaos primordial, et qui, du coup, expliquait la vie, expliquait la nature en partant de ce point et en allant vers la multitude. Et je trouve ça assez marrant parce qu'on arrive à une époque qui, finalement, essaie de faire une espèce de jonction entre comment pouvaient penser les anciens. Tu sais, l'alchimie, ça revient beaucoup à la mode. Toutes ces traditions-là, c'est en train de revenir sur la table. Bon, alors, c'est aussi galvaudé beaucoup, certes, mais en tout cas, ça revient un peu au devant de la scène. Et puis, la physique quantique, ça fascine les gens parce qu'on commence à observer la nature avec une précision qu'on ne pouvait pas avoir à l'époque, quoi. Et puis, ce que je trouve rigolo, c'est que, du coup, la philosophie change. La façon de penser et de voir le monde change. Et puis, il y a des mecs comme toi qui arrivent et qui, justement, posent des espèces de jalons pour dire, bah voilà, maintenant qu'on sait ça, on peut peut-être commencer, nous, à repenser notre condition en fonction de tous ces paramètres qu'on a réussi à avoir. Et peut-être qu'on peut se faire une vie meilleure, puisque moi, ce que j'entends dans ton discours, c'est aussi proposer aux gens un moyen de vivre heureux, en fait. Bah oui. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est comment la biologie rencontre la spiritualité, d'une certaine manière, dans ton discours, et comment tu fais une application concrète et directe dans le quotidien. En fait, si tu étais en Grèce antique, tu serais un philosophe, toi. Oui, je serais le plus grand philosophe grec. Ben voilà, allez, pouvons ça. Ah oui, bien sûr, avec les connaissances que j'ai du 21e siècle, on va dire pas du 21e siècle, on est au 21e, hein, je crois, du 21e siècle, évidemment, si j'étais transvasé là-bas, je serais le plus grand philosophe grec. Hein. Ah oui. Alors, on a Greg qui dit « Tu m'avais dit que tu étais crevé, Fred, foutaise. » Bah oui, parce que si tu veux, eux, ils abordaient le monde avec un savoir scientifique, donc limité pour l'époque. Tu vois. Donc c'était très fort ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire de concevoir le monde avec une connaissance technique du fonctionnement du monde beaucoup plus limitée. Mais ça n'empêche que l'esprit humain était déjà formé, il était déjà là. L'esprit humain, si tu veux, on reparlera du système énergétique qui est la base de ma pensée. Hein. Ouais, on va y revenir là. Je suis développé une chose, mais l'esprit humain est, on va dire, est mystique depuis 2 millions d'années, même plus. Tu vois, on découvre de plus en plus qu'il était, qu'il croyait, qu'il avait des croyances on va dire, en l'esprit. Tu vois, pas uniquement, il n'était pas que réaction. Non. Ouais. Il arrivait à se projeter spirituellement dans le futur. Il arrivait à concevoir l'esprit décorporé, de concevoir quelque chose qui pouvait être spirituellement décorporé. Mais ça, c'est directement en rapport avec l'évolution. Le problème des humains actuels, c'est qu'ils mettent la religion d'un côté et la science de l'autre. C'est la spiritualité d'un côté et la science de l'autre. Alors que la spiritualité et la religion sont des émanations
directe de la biologie. On ne peut pas mettre ça à part. C'est des émanations de notre structure. Alors, comment tu peux développer cette idée-là? Parce que ça, c'est intéressant, ça. Alors, c'est très, très simple. Je veux dire, et là, j'ai mis le doigt sur une des plus grandes découvertes en anthropologie. Alors, je m'envoie des fleurs parce qu'évidemment, quand tu tombes sur un scientifique diplômé, je n'ai pas besoin de diplôme puisque je vends des millions de livres dans le monde et je suis étudié. Tu sais, moi, j'ai tout le temps dit, j'ai vu un film où il y avait un gars qui dit « vous n'avez pas de ligne de vie ». Le mec, il prend un tesson de bouteille, il dit « maintenant, je l'ai ». Tu vois, la main. C'est ça, ouais. Non, mais quand tu sais, au fond de toi, du plus profond de toi-même, que tu portes la vérité en toi par ton observation, tu n'as pas besoin d'avoir un comité de lecture de scientifiques pour venir approuver. Et souvent, ils approuvent un copain ou ils lisent rapidement un truc, ils n'en ont rien à foutre parce qu'ils doivent le faire, si tu veux. Alors, je parle quelques magazines américains, mais je connais, j'ai déjà fait des publications dans les magazines américains, scientifiques. Mais il y a quelque chose de très, très simple dans le fait de la naissance de la spiritualité. Alors, les chercheurs sont encore en train de chercher. Et moi, j'ai trouvé, parce que je suis un esprit simple. Je ne suis pas quelqu'un qui est compliqué. C'est-à-dire, Dieu est simple, le monde est simple, hein, c'est du binaire. Après, ça se complexifie, mais sur une structure de base très simple, une vibration qui n'est que expansion, contraction, tout simplement. Je peux partir comme ça. Je peux dire aussi, venez dans ma secte, c'est 50 € et après 10% de tu laisses tomber à la fin, il y aura des inscrits. Hein. Alors, comment est née la spiritualité découle directement de l'évolution humaine, de l'évolution tout simplement. C'est le milieu qui nous rend spirituels. Et c'est le milieu qui fait que nous avons cette perception de l'esprit et cette naissance de Dieu en l'homme. Hein. Pourquoi? Tout simplement parce que, de toute façon, quoi qu'il arrive, je ne vais pas m'amuser à faire de l'évolution ici, quoi qu'il arrive, à partir du moment où sur un astre qui n'est pas éloigné, un astre de terre, hein, qui n'est pas minéral, hein, avec des gaz, aussi, de l'eau, hein, qui n'est pas éloigné, qui n'est pas trop éloigné d'un astre chaud, d'un soleil, hein, mais qui n'est pas trop près non plus, hein, trop éloigné parce qu'il va geler complètement, il ne sera pas propice à l'apparition de la vie, et trop proche, parce qu'à ce moment-là, il y aura un petit problème, puisque tout va s'évaporer et il sera grillé, hein, on ne pourra pas avoir de vie. À partir du moment où il est à une juste distance d'un astre lumineux lui envoyant de l'énergie, mais qui ne sera pas assez proche pour le faire évaporer et pas assez loin pour qu'il soit dans le froid, des immensités galactiques, hein, stellaires, je ne sais pas, spatiales, intersidérales. Hein. Il va obligatoirement générer la vie. Il générera la vie, bien sûr, s'il a la bonne structure, la bonne taille. Hein, parce que, après, il y a des histoires de taille. Mais, si tu veux, dans l'univers, dans les milliards d'astres lumineux chauds qu'il y a et de leurs petites étoiles, de leurs petites planètes plutôt qui tournent autour, la probabilité qu'apparaisse la vie est de 100%. Hein, voilà. C'est une question de probabilité, comme le chaos ne peut que générer la vie. Donc, à partir du moment où tu as ça, progressivement, ça va générer une évolution. Hein. Bon, la matière va générer la vie, donc la matière qui change d'état va générer la duplication, hein, avec des changements à chaque duplication pour s'adapter à un milieu changeant. Va générer progressivement des êtres unicellulaires, des algues d'abord, des espèces de. On a beaucoup de mal à comprendre justement ce passage de la matière qui change d'état à la duplication. Hein. C'est encore on le trouvera, puisque nous sommes esprit de Dieu, hein, si tu veux. Un jour, nous prenons conscience de nous-mêmes, comme l'enfant prend conscience de qui il est. Hein. Et à partir d'un certain moment, nous devons être des êtres unicellulaires, des invertébrés. Hein. Ensuite, nous générons les cordées, donc c'est des espèces de vers avec un système nerveux sur le dessus. Hein. Ensuite, des poissons primitifs. Ces poissons primitifs vont avoir des pattes, c'est pas des nageoires. Ces nageoires vont trouver une utilité pour conquérir un espace libre où ils auront moins de concurrence avec les autres, puisqu'on est toujours vers la concurrence, vers l'énergie. Hein. On se nourrit d'énergie, Dieu se nourrit de lui-même. C'est le serpent Ouroboros. Hein, c'est ça. Donc, si tu me permets, parce que ça, c'est intéressant, derrière le phénomène d'énergie, tel que tu le décris, toi, en fait, tu vois
comment dire, dans ta grille de lecture, en fait. Pour toi, il y a Dieu derrière tout ça. C'est un peu le… Alors, Dieu ne se nourrit pas de lui-même, puisque Dieu, dans sa complétude, il est, si tu veux. J'entends, très bien. Ouais. Il n'a pas besoin de lui-même pour se nourrir. Mais la partie, ce qui considère l'énergie, un terme de Dieu, puisque Dieu, c'est le tout sans limite, bien sûr, hein, puisque il n'y a pas Dieu et l'espace, il n'y a pas le monde et quelque chose de vide autour. Non, il y a le monde. Le monde est un point, c'est tout, qui s'expand en lui-même. Hein. On dit que le monde avait la taille d'une tête d'épingle. Les gens ont du mal à comprendre parce que c'est très dur pour l'homme qui est cloué dans l'espace et le temps, hein, de concevoir qu'il avait la taille d'une tête d'épingle, mais dans l'infinité, et que c'est en lui-même qui s'expand. Tu vois, c'est marrant. Et à partir du moment, si tu veux, si tu veux, l'outil est là. Et à ce moment-là, pour cette quête énergétique, hein, il va y avoir le poisson va sortir de l'eau. Hein. Au début, pas beaucoup parce qu'il n'est pas adapté. Hein. Il va faire des sacs, comment dire, des espèces des pneumos, des espèces de sacs permettant de conserver un peu d'eau, d'oxygène. Hein, c'est à l'essence des poumons, mais les yeux, il y avait l'essence des yeux avant, si tu veux. Mais c'est des évolutions progressives. L'outil arrive avant la fonction, donc il sort progressivement de l'eau grâce à l'outil, grâce à ses nageoires, mais qui se transforment progressivement en pattes. En réalité, ce sont déjà des pattes. Simplement, au lieu de l'utiliser pour nager, il va l'utiliser pour marcher, il va sortir, éviter des prédateurs, accéder à un milieu où déjà il y a des végétaux, hein, qui sont là. Donc, il va pouvoir sortir plus de calories, moins de prédateurs. Il va s'adapter à ce milieu, premier vertébré. Et à ce moment-là, toute l'évolution qui va mener à l'homme en passant par des petits mammifères qui progressivement vont grimper aux arbres, prendre de la taille, du volume. Les végétaux vont changer dans leur lutte interne. Va apparaître le fruit qui va donner justement à ces petits mammifères la quête, hein, l'esprit de quête, parce qu'il y en a, ils ne mangeaient que du feuillage, hein, c'est des végétariens. Et les fruits arrivent, les fruits qui sont simplement une instrumentalisation par les végétaux des animaux, donc des animaux donc des mobiles. Hein. Être mobiles se déplaçant dans l'espace d'une façon volontaire, hein, et qui vont utiliser justement les plantes vont instrumentaliser les animaux en leur préparant des bombes nutritionnelles, hein, toujours cette foutue calorie qu'on retrouve partout, pour les attirer. En fin de compte, quand la calorie sera bien, quand le fruit sera bien rouge, hein, à ce moment-là, plus visible dans le feuillage, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? L'animal va aller le manger et il en fera caca des graines, parce qu'elles seront justement à ce moment-là prêtes à germer un peu partout. Hein. Donc, il y a cette instrumentalisation qui fait que les plantes à fleurs apparaissent avec les fruits, et à ce moment-là, les mammifères, nos ancêtres premiers pré-primates, vont avoir un cerveau qui va se former, qui va se sélectionner pour aller à la quête de ces fruits. Donc déjà, l'esprit de quête est dans le préhomme, puisqu'il est mangeur de fruits, frugivore. Hein. Donc, il va aller à cette recherche, il va prendre du poids, il va vivre dans une forêt africaine. Afrique, la Terre change aussi de position, les continents varient en fonction des mouvements internes des plaques, mais aussi en fonction de la force centrifuge. C'est un ensemble d'effets. Donc, comme c'est en zone équatoriale, c'est très riche, c'est humide, il y a plein de fruits, il y a plein de végétaux. Ces pré-singes, on va dire, ces singes deviennent volumineux, sont verticales dans les arbres. Hein. Ils génèrent des mains pour grimper, tu vois. Comme ils deviennent de plus en plus lourds dans ce milieu très riche en calories, leurs mains se recourbent en crochet, donc leurs fléchisseurs deviennent courbes. Donc c'est pour ça qu'ils se mettent à marcher quand ils descendent au sol sur les phalanges, donc ils sont à moitié relevés. Donc c'est de la physique, ils ne se relèvent pas comme ça. Et à ce moment-là, il y a peu d'ennemis dans ces forêts, ils sont bien, ils mangent beaucoup de fruits. La principale cause de mortalité, c'est la bactérie, le virus, le serpent, ou bien sûr la chute dans les arbres, mais rarement les prédateurs, parce que s'il y avait des prédateurs, ils passeraient leur vie dans les arbres, ils seraient moins gros au sol, donc ils restent au sol, ils montent, et au sol, comme il n'y a pas beaucoup de prédateurs, ils sont beaucoup, ils grimpent, ils peuvent taper avec des bâtons, ils balbutient
une bipédie, ils deviennent bipèdes. Mais ça, sur Terre, comme dans tout l'univers. Bon, ce n'est pas que sur Terre, c'est de la logique. Je veux dire, nous sommes moulés par le monde, nous sommes moulés par notre environnement physique. Il n'y a pas, si tu veux, d'aléatoire réellement. Tu comprends? Ouais, ça c'est un peu. Là, nous avons un être capable d'aller à la quête, hein, c'est la quête énergétique. Donc un être qui a de la curiosité pour récupérer la calorie, parce que toute quête est une quête calorique en vérité, hein, est une quête énergétique. Hein. La recherche d'un trésor, c'est de l'énergie compressée. Hein, compressée hein. On va rechercher le trésor à la base, nous les humains, pour rapporter à la femme, hein, et pour avoir noué des alliances et avoir les femmes et transmettre la vie, tout simplement. Hein. Bien sûr. Hein. Il n'y a pas d'autre chose. Mais c'est plus profond que ça, en vérité. Ouais, j'entends bien. Et je termine, excuse-moi, c'est une longue évolution. Ça a pris plusieurs millions d'années, moi je te le dis en quelques minutes. Donc il est là, et là, il y en a un qui se met à se redresser totalement. Il se redresse facilement, vu il est déjà pratiquement redressé avec ses grands bras, son poids important qui fait qu'il a des mains en crochet, parce que s'il avait des mains comme les petits singes babouins, il n'est pas trop lourd, quand il saute de branche en branche, il n'a pas besoin d'avoir ce crochet. Donc, il marche sur la plante des moins, donc il ne se redresse pas. Donc plus il est lourd, plus il se redresse. Il prend un plaisir à se redresser, et quand il est jeune, bah, il déforme son squelette, et à ce moment-là, il génère une bipédie en forêt. Bipédie qui est copiée, tu vois, par mimétisme, par les autres petits, et naît des groupes avec des bipédies culturelles qui apportent un plus, puisque à ce moment-là, on peut se balader avec des bananes, on peut aller d'un endroit à l'autre, chargé de calories, d'énergie, et les rapporter, par exemple, à des femelles pour avoir un avantage, ou à ces petits, les petits étant dans un coin, ça donne un avantage. Et ça donne surtout un avantage quand il y a réduction de la taille des forêts par changement climatique, oscillation de la planète, tu vois, des oscillations des planètes qui font que l'équateur se retrouve à plus ou moins à tel endroit, variation, progression des déserts, assèchement, plus surpopulation aussi, hein, des fois, par progrès physique, des fois progrès technologique aussi, progrès technologique culturel, même très basique, hein, mais les salons de culture, rudimentaires, mais culture. Hein, les mamans, après, nos petits, quelles plantes sont bonnes, quels gestes il faut faire, il y a toute une éducation pratiquée, il n'y a pas que de l'instinct. Hein. Il n'y a pas que de l'instinct, c'est-à-dire l'instinct, c'est du comportement acquis par les ancêtres et qui passe dans notre patrimoine génétique d'une façon subtile. Ça, c'est ce que l'épigénétique est en train de démontrer actuellement. Donc, une grande progression scientifique. Donc, à partir de ce moment-là, nous avons un être bipède culturel, puisque la bipédie est culturelle, puisqu'elle s'acquiert par imitation, hein, à la base. Je peux faire une parenthèse, parce que c'est intéressant ce que tu dis. Pour toi, le début de la culture, c'est l'arrivée du mimétisme. Non. Ok. Non. Si tu veux, tu peux considérer que le début de l'humanité, et c'est dans les textes, c'est dans la Bible, hein, le verbe. C'est au commencement était le verbe, au commencement était la parole. Là, tu as l'homme. Okay. Tu n'as pas l'homme avant. Avant, c'est spirituel l'homme. Un homme, c'est un être spirituel, capable de se projeter par le verbe, hein, par la parole, dans le futur et le passé, oui, c'est vrai. Et aussi dans l'espace et le temps, à l'image de Dieu. L'homme, il est à l'image de Dieu, pas par sa forme physique. Il est à l'image de Dieu par sa capacité de dire « je suis, j'étais et je serai ». Comme avait dit Cabrel, je t'aime, je t'aimais et je t'aimerai. Hein. Et oui, mais ça, le gorille ou la gorillesse n'est pas capable de le dire. Ils sont capables de dire je t'aime, ils sont capables de dire je ne t'aime pas, ils sont capables de dire j'ai faim, ils sont capables de dire maman morte, mais ils ne sont pas capables de dire demain je mangerai et hier j'étais triste. Ouais, c'est vrai. Bon. Et l'animal est cloué au niveau communicatif, de communication dans le présent. Ça ne veut pas dire qu'il ne se projette pas spirituellement, mais ça lui pose beaucoup plus de problèmes de se projeter parce qu'il n'a pas de compression de langage, de compression de concepts sans mots, il n'a pas de notion de temps dans le langage, comme je dis toujours, sauf l'éléphant. Mais c'est une autre histoire. Okay. Donc à partir du moment où ces forêts rétrécissent, où ce singe, qu'on va appeler un pré-australopithèque ou un australopithèque, se retrouve en savane, il est confronté à un milieu extrêmement
dur, hein, beaucoup plus dur que la forêt, puisqu'en forêt, il n'y a pas de gros prédateurs. Et là, il est bipède, une bipédie balbutiant, puisqu'il ne sait pas encore courir, puisqu'il n'a pas à courir en forêt, puisque tu es vite limité par un arbre. Et puis, les refuges sont partout en cas de prédateur. Tu n'as pas besoin de faire un sprint de 50 mètres pour trouver un arbre. En 3-4 mètres, tu as déjà un arbre auquel tu peux monter. Donc tout ça, on est moulé par le milieu. Hein, c'est la nécessité qui te transforme. Tu comprends? Je ne sais plus, il y avait fait là, le hasard et la nécessité comme titre de livre, ce qui était très bien vu. Je ne sais pas qui c'était, je ne sais pas celui qui a le nez pété. C'est un... Ah, je ne sais pas, je ne pourrais pas te dire là pour le coup. La tête, je ne connais pas, je ne me souviens pas, je n'ai pas lu ce texte, mais il a l'air sympa. Donc, il se retrouve en forêt, il se retrouve en savane, donc en savane arborée, où il peut encore se réfugier un peu. Et là, il est confronté aux fauves, aux lions, aux tigres à dents de sabre, qui se nourrissent de gros herbivores, mangeant des végétaux pleins de cellulose, donc se protégeant des gros herbivores avec plein de cellulose, donc difficile à digérer. Il faut avoir un grand estomac, et une grande panse, avec de grands intestins pleins de bactéries pour décomposer cette cellulose, en tirer la sève qui te permettra de survivre, avec les briques qui te permettront de construire ton organisme et de survivre à l'énergie, donc les glucides, les lipides et les protéines. Donc, ces gros herbivores sont chassés par des gros carnivores, par des gros prédateurs. Ouais, les gros prédateurs ne peuvent faire d'une seule bouchée, peuvent manger d'une seule bouchée un petit australopithèque de 60 kilos. Hein. Donc, il est dans un milieu très, très dangereux. Et là, une espèce de solidarité qui va naître, une hiérarchie aussi, puisqu'il va y avoir l'apparition de chefs beaucoup plus marqués. Hein, parce qu'évidemment, si tout le monde part dans tous les sens, c'est plus risqué. S'il y a un chef qui donne l'ordre et tout le monde se défend avec des bâtons, les mâles, on est déjà moins vulnérable, puisqu'on continue à grimper aux arbres, on a encore un peu les mains en crochet, hein, mais on marche bipède et on peut utiliser des bâtons et jeter verticalement des cailloux. Donc on est quand même dangereux pour ces prédateurs qui progressivement évitent un peu ces proies, mais tout en les mangeant de temps en temps. Hein. Mais alors, ils ne mangent pas les mâles qui sont en groupe de mâles, ils vont manger les femelles qui, elles, sont obligées de changer complètement de mode de vie, hein, puisque dans la jungle, hein, ce sont les femelles qui nourrissent les petits, elles sont indépendantes, et le mâle ne fait que défendre un territoire. Là, on va arriver avec le mode échange sexe contre nourriture, partage des tâches, l'homme allant chercher la nourriture, la femme ne pouvant pas s'éloigner de l'arbre et du point d'eau, parce qu'elle porte bipède un petit, elle ne peut plus l'avoir dans son dos, hein, et à ce moment-là, elle est obligée de rester près de l'arbre, de se nourrir aux côtés de l'arbre, mais il lui manque de la calorie, donc c'est le mâle qui va chercher de la calorie en groupe, plus sécurisé par ses bras, pouvant donner des coups, hein, et pouvant lancer des cailloux, hein, pouvant lancer des bouts de bois, qui le rendent quand même dangereux, donc il va chercher de la calorie, et il va la ramener à la femelle, et en allant chercher cette calorie, il va loin, donc il va à une quête loin, hein, comme l'homme va à la quête de la calorie pour le ramener à la femelle. Hein. La femelle, reste près des arbres avec ses petits, elle perd ses périodes d'oestrus, c'est-à-dire sa visibilité de fertilité, hein, c'est-à-dire que les singes, la nature étant économe, ne baisent qu'à un certain moment, alors sauf les bonobos, mais bon, pour des raisons sociales, on se baise un peu les uns les autres pour se calmer. Hein. Donc, mais les femelles ne font pas l'amour pour être alimentées, hein, ne baissent pas pour être alimentées. Donc là, il va y avoir échange sexe contre nourriture ou sélection des individus. Ceux qui survivront le plus, c'est les individus attachés aux femelles et les femelles qui ne se donneront que contre échange de nourriture. Il n'y a pas un désir, il y a la nature qui nous instrumentalise pour pouvoir générer la vie, tout simplement, et que perdure cette vie, car cette vie accueille un jour l'esprit de Dieu, c'est-à-dire la conscience d'être, je suis, j'étais et je serai, la capacité de dire je suis, comme Moïse face à Yahvé, face à Dieu qui dit qui es-tu, et le buisson ardent, cette énergie, c'est l'explosion cosmique, il l'appelle le buisson ardent, avec son langage limité de pasteur hébreu, comment on appelle ça, juif, mais je ne sais pas, c'était quoi les... oui, juif, on va dire juif de l'époque. Ah, oui. Quoi? C'était un juif, voilà. Langage limité, il va appeler ça buisson ardent, ce qui n'est qu'une vision de l'explosion cosmique qui génère la conscience. Et quand il dit mais qui es-tu, hein, le monde générant la conscience, et quand il dit qui es-tu, Dieu lui répond je suis celui qui est. Phrase interrogative, en fin de compte, le mettant en face du miroir
de sa conscience. Il est la conscience générée par le monde et Dieu lui explique qu'il est la conscience de Dieu. Évidemment, il va mourir comme tout homme pour l'éternité, mais dans les quelques instants, fraction d'éternité où il aura été conscient de qui il est, l'univers aura été conscient de l'univers et de sa grandeur, tout simplement. Mais on va revenir à nos australopithèques qui partent à la quête de ces calories. Tu as vu, je suis un compteur. Ah bah là, tu vois, là, tu es en roue libre, c'est formidable en fait. J'ai juste à allumer le micro, puis ça part. Non, parce que c'est des automatismes que j'ai créés à force de faire des vidéos. Ouais, bah ça marche très bien. Et à force d'être dans des pays où je ne connais pas la langue, où je prends des fragments de morse de langue, je n'ai pas de grammaire, et je les ajoute les uns après les autres, ce qui me permet de communiquer. Bah ouais. Morceau ayant son concept. Donc, cet australopithèque va à la quête, ce mâle de la calorie, la femelle restant près de l'arbre, ne peut plus aller chercher la nourriture comme ses ancêtres de forêt, comme le font les chimpanzés actuellement. C'est les femelles qui vont chercher la nourriture pour les petits, c'est les femelles qui éduquent, ce qui fait que les mâles chimpanzés sont attirés par les vieilles chimpanzés, parce qu'elles génèrent, elles ont plus de chances de générer une progéniture qui survivra par l'éducation. Tu vois, une jeune chimpanzé a de fortes chances de mal éduquer son petit. Une vieille aura eu quelques déboires en perdant quelques petits par mauvaise éducation. C'est triste, c'est la vie. Mais donc, la vieille chimpanzée est quelque chose de recherché chez les chimpanzés, comme le top modèle est recherché chez le mâle humain. Tu vois, avec une top modèle, c'est-à-dire une femme bien conformée, jeune, ayant l'apparence de la fertilité, qui est différent. Pas de la vieillesse, parce que c'est complètement différent chez l'être humain. Ouais. Donc, il va à la quête, et là, va naître dans cette quête de la nourriture, va naître dans ces vastes espaces herbeux parsemés de quelques arbres, on peut se réfugier. Il va partir en début d'après-midi, ou le matin, ou en début d'après-midi, une journée, on va dire, à la quête de ces calories, quand le soleil tape à son maximum. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, les grands fauves ne sortent pas, ils sortent à la tombée de la nuit, quand il ne fait pas trop chaud, sous ces tropiques, sous cette savane, où le soleil tape énormément. Donc, on va éviter de monter en surchauffe. Donc, à ce moment-là, les fauves, les gros fauves, comme les herbivores, on va dire, se reposent sous les arbres et sortent plutôt à la tombée de la nuit. Et c'est là où la vie, la prédation se pratique le plus. Donc, nos australopithèques sortent en pleine journée. Alors, c'est ceux qui sont sortis en pleine journée qui ont survécu, en vérité. Ce n'est pas qu'ils l'ont décidé. C'est toujours des processus semi-inconscients. Alors, on va dire inconscients chez les animaux, semi-inconscients chez l'homme. Et quand on arrive à l'éveil, complètement conscient. Hier, je suis encore un homme, et on arrivera à la conclusion qu'en vérité, nous sommes conscients, nous sommes réaction automatique. Nous nous croyons libres, mais nous ne sommes qu'esclaves de Dieu, ce qui nous libère de la hiérarchie des hommes. Donc, ils sont en forêt. Ils sont en savane. Et là, ils vont dans cette quête. Et là, ils n'ont pas d'estomac assez gros comme les carnivores pour pouvoir digérer des charognes, ou de la viande putride, puisque ce sont à la base des frugivores végétariens qui occasionnellement mangent aussi des racines, puisque pour ça qu'ils ont des grosses mâchoires. Ils sont passés des fruits aux racines, puisqu'on ne trouve plus beaucoup de fruits, donc ils ont grossi leur mâchoire, mais ils sont aussi passés à la viande, donc ils sont bien mastiqués, donc ils développent cette grosse mâchoire des australopithèques, et ils continuent à marcher. Ils ne courent pas encore bien, ils n'ont pas cette projection du fessier vers l'arrière qui est due à une projection des os par sélection naturelle des mieux conformés qui peuvent fuir le plus rapidement possible et s'abriter dans les arbres, puisque ceux qui n'ont pas une bonne conformation se font rattraper par les prédateurs et n'ont pas le temps d'atteindre l'arbre qui se trouve à 50 mètres, alors qu'en forêt, il se trouve à 3 à 4 mètres. Tu comprends? Donc, il y a progressivement une sélection pour celui qui est capable de courir le plus vite sur une petite distance pour fuir les prédateurs. Mais ils sont capables de marcher très longtemps, ils perdent leur poil pour pouvoir transpirer mieux, donc évacuer par homéostasie l'excès de chaleur. Et à ce moment-là, ils peuvent partir la journée, transpirer, ils se noircissent, ils se couvrent de mélanine pour protéger cette barrière de peau qui leur permet d'évacuer la chaleur en évacuant de l'eau, évacuer l'agitation moléculaire qui à certains moments peut détruire les tissus, donc la surface, les cellules, la surface lipidique des cellules. Donc ils peuvent détruire les tissus. Donc ils se couvrent de mélanine qui protège la peau et des radiations, et en même temps, ils génèrent une
transpiration importante, sans ces poils, qui permet d'évacuer par cette évaporation en micro-gouttes, hein, qui s'évaporent après en vapeur et qui évacue l'agitation moléculaire, qui permet à ces petits singes bipèdes, qu'on appelle l'australopithèque, d'aller chercher sur de longues distances, sous une chaleur torride, la nourriture sans, pendant la période de temps, il n'y a pas de fauve. Et là, il génère une vision différente, hein, une fovea, donc l'endroit très net, hein, chez l'homme, chez le singe dans les arbres a une vision très nette de son environnement qui demande beaucoup de mémoire, si tu veux, de mémoire vive, de mémoire de l'instant, du milieu, qui disparaît après, c'est trop lourd, pour pouvoir, quand il est de branche en branche, donc il capte toute la netteté d'une image, c'est-à-dire que pour pouvoir, on va dire, accrocher la branche quand il saute de branche en branche, à la quête du fruit, et ne pas tomber. Quand il est en savane, sa vision va changer, il n'aura pas besoin d'avoir cette rétine si précise sur toute sa surface, il va simplement avoir une rétine précise sur la partie centrale pour scruter l'horizon et pour scruter le ciel à la recherche de quoi? Des oiseaux qui volent et qui indiquent des charognes fraîches tuées par des prédateurs de petite taille. Il n'est pas encore bien équipé pour la prédation. Donc ça devient un opportuniste allant chaparder les petites proies à des cheetahs, donc des guépards, ou à des chacals, pas des chacals qu'on appelle ça, des coyotes, des chacals en Afrique, ou quelques licarons, même parfois des hyènes, qui ne sont pas des hyènes de petite taille. Donc, bien sûr, pas un lion, hein, ou un tigre, non. Là, c'est un peu risqué. Mais ils vont aller chaparder des proies, ils vont aller le ramener, tu vois. Et sur le chemin, s'ils rencontrent des œufs, s'ils rencontrent un bébé caché dans un coin, ils vont aller le ramener aux femelles qui, elles, se donneront en échange. Donc, échange sexe contre nourriture, parce qu'il n'y a jamais de don gratuit, si tu veux, dans la nature, puisque si tu donnes tout gratuitement, tu meurs. Donc, il faut qu'il y ait un échange. Donc, l'échange sexe contre nourriture. Sexe pour les calmer de ce milieu. Ils vont dans un milieu dangereux et ils reviennent et la femelle les calme par cette relation sexuelle. Tout le monde sait qu'une relation sexuelle est calmante. Hein. Je sais pas, si tu as déjà fait l'amour, tu t'aperçois qu'après avoir fait l'amour, tu es relax. Ah oui, c'est le meilleur médicament du monde, ça. Voilà. Pour le stress. C'est parce qu'en vérité, nous recherchons de nous calmer dans les femelles, en nous vidant dans les femelles, dans les femmes, parce qu'en vérité, nous allions à la recherche de la calorie et stressés, nous revenions. Et c'était la femme qui déstressait l'homme en offrant son corps. Elle nous l'offrait contre de la nourriture qui permettait tout simplement à la femme de nourrir son petit, d'avoir le surplus calorique pour nourrir son petit, qu'elle nourrit de son propre corps, de ses réserves énergétiques qu'elle accumule, hein, qu'elle redistribue, qu'on ne peut pas s'éloigner. Nous étions le complément et elle nous échangeait sa matrice, son sexe, contre cette calorie, hein, tout simplement. Mais elle nous l'offrait en permanence, alors, et à ce moment-là naît une sexualité humaine très particulière où nous faisons l'amour en permanence. Hein, nous avons un besoin de baiser en permanence. Hein, nous avons vu ces sites internet qu'il y a partout, alors que les chiens sont attirés par les femelles, par exemple, qu'à une certaine période de l'année, hein, et que les singes ne se reproduisent, en général, ils sont attirés par les femelles, et que quand elles sont en période d'oestrus qui est montrée par ses fesses rouges, en général, par des attitudes particulières. Chez la femme, ça change. Ça, c'est intéressant, ça. Si tu peux développer juste ce petit point, comment ça se fait que dans le règne des hommes, enfin, en tout cas aujourd'hui, nous, on a besoin de sexe tout le long de l'année, par exemple? Et c'est Jared Diamond, qui a été prix Nobel, je ne sais pas quoi, était dans le deuxième chimpanzé, le troisième chimpanzé, était là en train de s'interroger sur pourquoi nous avons cette sexualité. Moi, j'ai répondu dans ma grande conscience de l'univers, dans ma communication avec l'énergie, avec le tout. Je ne rigole pas. Non, mais je souris simplement. Divine, hein. J'ai compris ce système, donc je me pose la question, Dieu me répond. En fin de compte, c'est la logique énergétique qui répond, parce que quand nous appliquons cette grille de lecture, nous pouvons répondre à tout. Moi, comme mon voisin, à partir du moment où il l'applique. Hein. Donc je l'ai trouvé par hasard, et par hasard, elle ne vient pas de moi, un gars l'avait trouvé avant moi, mais l'appliquait uniquement aux relations énergétiques des entreprises et de la construction d'objets. Et moi, je l'ai appliqué à la vie, tout simplement. Et donc, ce qui se passe, c'est que la nature étant économique, tu ne vas pas t'amuser à dépenser de l'énergie pour essayer de te reproduire en baisant tous les jours. Tu comprends ? C'est pas valable pour
des individus qui vivent en forêt comme les singes, hein, qui ont accès à assez de nourriture, qui n'ont pas de problème. Il n'y a pas de problème de manque calorique pour les femelles. Par contre, pour les humains qui sont passés en savane, les femelles étant des victimes potentielles des grands prédateurs, ne pouvant pas, à cause du petit dans les bras, hein, et leur métabolisme ralentit pour économiser l'énergie, ne pouvant pas être assez puissantes, et avec ce petit dans les bras étant vulnérables, puisqu'elles ne peuvent pas se défendre, elles étaient obligées de rester près des arbres pour se réfugier près des arbres ou des points d'eau avec les arbres, et les hommes, les mâles, allaient chercher la nourriture, et les groupes humains qui ont été sélectionnés dans cette lutte pour la survie, c'est les groupes humains où les femelles perdaient ces périodes d'oestrus, donc ces périodes de visibilité, de fécondité, hein, ce qui fait que les mâles, ne sachant pas quand les femelles étaient fécondes, ont généré un désir permanent de sexe que les femmes acceptaient de donner, ou les femmes acceptaient de se donner quand elles étaient nourries. Ce qui optimisait les chances de survie des femmes et de leurs petits et des nôtres, donc des hommes. Donc tout simplement, c'est une instrumentalisation, c'est une sélection. Hein, il n'y a pas de désir à la base. Hein, c'est pas conscient. Ça s'est mis au point progressivement. Ce sont les groupes où les femelles perdaient leur période d'oestrus, hein, et où les mâles avaient envie de baiser en permanence, et où les femelles avaient instinctivement compris que pour avoir la nourriture, il fallait qu'elles s'offrent. Et c'était les mâles qui avaient le plus de besoin de baiser qui survivaient, et c'était les femelles qui s'offraient et qui perdaient leur période d'oestrus qui survivaient. Elles continuaient à être fécondes une fois dans le mois, si tu veux, comme nos femelles humaines, comme nos femmes humaines. Donc, on a cette période d'oestrus qui a permis, cette perte des périodes d'oestrus qui a permis à l'humanité de survivre en ayant une sexualité permanente. Permanente, pas pour la jouissance, c'est recherche de la jouissance, mais en vérité, c'est recherche du don calorique à la femme énergétique pour la nourrir, elle et ses petits, parce qu'elle ne peut plus trouver de nourriture dans son milieu proche qui est trop dangereux. Tu vois, c'est tout simple. Et l'homme va à cette quête de cette calorie qui lui permet de manger, mais aussi de baiser et de faire survivre. C'est s'aligner, tout simplement. Et dans ces vastes étendues herbeuses, naît l'homme spirituel par ce déplacement où on regarde où il y a des rapaces qui planent au-dessus de charognes fraîches, comme je l'ai dit, parce que l'homme ne peut pas manger de vieilles charognes, parce que s'il une vieille charogne, son estomac n'est pas assez acide comme celui d'un prédateur pour décomposer cette viande et la casser en acide aminé, donc ces protéines en acide aminé. Il peut le faire, mais ce n'est pas encore assez acide. Donc, n'étant pas assez acide, il ne peut pas tuer toutes les bactéries pathogènes qui se trouvaient dans un morceau de viande à moitié en décomposition. Et en plus, son estomac encore assez grand parce qu'il fait fermenter des végétaux, comme un peu végétarien, il est semi-végétarien, un peu carnivore, fait que si une bactérie pathogène arrive, son estomac trop long va générer beaucoup de bactéries pathogènes qui vont le tuer. Des microbes qui vont le tuer. Donc, il n'est pas adapté à ça. Il peut manger de la viande fraîche, relativement fraîche, et des racines. Tu vois, alors qu'un chien, comme je dis tout le temps, tu le vois, il lèche toutes les merdes dans la rue, il n'en meurt pas, et comme je dis, je fais un défi avec toi, va t'amuser à lécher toutes les merdes de ta rue, parce qu'il va t'arriver à la fin du mois ou à la fin de la semaine. Ah oui, non, mais ça risque d'être compliqué là, ça c'est sûr. Il n'y a pas d'antibiotiques, tu risques d'y passer. C'est clair. Nous avons encore ce système digestif, après ça s'est adapté, la cuisson, tout ça. Donc il est dans cette plaine, et là on va arriver à la naissance de l'homme, la naissance réellement de l'homme, l'apparition de l'homme qui apparaît en un éclair. Donc oui, effectivement, c'est l'homme qui apparaît à ce moment-là. Comment? Parce que tout simplement, en se déplaçant dans ces vastes étendues herbeuses et dangereux en groupe, il peut montrer dans cet espace plane, de dimension, on va dire, puisqu'il ne monte plus dans les arbres, où il va, en pointant avec ses bras libérés de la locomotion, il ne va plus beaucoup dans les arbres, que pour se réfugier, donc où il va et d'où il vient. Donc il dit, il montre, je vais en pointant avec son doigt, libérer de la locomotion, et je viens, il le montre aux autres, donc je viens, la flèche du temps, il met des sons sur ses gestes, je vais, le futur, je viens, le passé, il met un son sur ses gestes, il enlève les gestes et il lui reste dans son langage des notions de temps qui lui offrent, qui lui donnent la porte de la connaissance et de la conscience. Pourquoi? Parce qu'en disant « je serai et j'étais », en disant
ouhou. Le passé, c'est un son au départ, c'est très primitif. Hein. Ah, ah, le futur, il peut organiser des actions futures avec ses proches. Il va dire ouhou, je vais manger, ouhou, je vais te taper. Et c'est pas je te tape, c'est je vais te taper. Ouais, ouais. Des actions futures. Et il peut aussi, par ce mot, se remémorer les actions du passé en disant passé, c'est-à-dire je viens, passé, aimer toi. Et en même temps, en se remémorant par cette porte sonore, c'est une porte spatio-temporelle, ce qui lui permet de refaire ses connexions synaptiques entre ses petits neurones et de consolider sa mémoire, tout simplement parce que ça t'ouvre la porte du temps. L'homme, par le verbe, par le langage, par le langage, par les notions de temps dans le langage, peut se projeter spirituellement dans le futur et le passé. Donc, Ce qui en fait un être culturel et ce qui en fait un être conscient de lui-même. C'est ça. Conscient de son esprit. Tu fais apparaître la conscience à partir du moment où la notion de temporalité arrive dans le langage. Dans le langage. Pas les outils qui font l'homme. Les singes font des petits outils, les oiseaux font des outils. Ce qui fait l'homme, c'est le langage. Et le langage vient de la libération des mains visuelles qui permettent d'indiquer les directions. La capacité d'indiquer la flèche du temps. Je vais, je viens, je mets un son sur ces gestes, j'enlève les gestes, il me reste la notion de temps dans le langage. Ce n'est pas une mutation, c'est un outil qui apparaît et cet outil entraîne justement la sélection de mutations favorisant les individus ayant le plus de mémoire, c'est-à-dire des mutations entraînant des proliférations neuronales qui permettent justement à nos préhumains, on peut même les appeler des hommes à cette époque-là, hein. C'est l'homme, pareil, même il est un peu limité dans sa capacité de mémorisation, mais il ne l'est pas dans sa capacité de projection spatiale et temporelle, et tu vois, d'accumuler de la mémoire et de penser plus vite, parce que il peut à ce moment-là générer de la mémoire et l'utiliser, mais avec ça naît quelque chose d'autre, naît la compression de données en mots. C'est-à-dire que les mots apparaissent à peu près en même temps que ces notions de temps dans le langage, et cette compression de données en mots donne un avantage monstrueux. Comment ont été le verbe et comment ont été la parole sur les autres animaux, puisque ça permet alors je dis tout le temps l'histoire de maman, de concevoir un concept comme maman, je pourrais dire même comme lion, alors on va dire comme lion quand on est en forêt, comme quand on est en savane, comme lion, hein, tu vas dire lion, tu n'as pas besoin de penser lion avec sa crinière, avec sa vue, la vue du lion, avec la sensation de toucher du lion, avec l'odeur du lion, avec le son du lion. Non, tu mets lion, ce qui est très lourd à gérer si tu penses avec tous les organes des sens, avec tous les neurones correspondant à la mémorisation sensorielle. Donc, tu compresses lion uniquement en données sonores. Et tu sais que dans cette case, il y a tout le reste. Là, ça te permet quoi? Ça te permet de penser beaucoup plus vite. Parce que si quand tu es confronté à un lion, tu vas penser lion avec tout ton corps en disant lion, j'allais à droite, à gauche, tu penses avec tous tes sens et pas en sonore, tu penses beaucoup trop lentement et tu n'auras pas le temps de réagir et tu vas te faire tuer. C'est clair. Donc, dans le règne animal, il vaut mieux penser soit en réflexe conditionné, c'est-à-dire j'ai vu un lion, je suis parti à gauche, j'ai survécu. La prochaine fois, ce réflexe sous l'adrénaline et sous toutes les hormones du stress vont générer des traceurs qui vont rester sur les synapses, qui pendant ton sommeil vont réactiver ces synapses qui correspondent à des actions que tu as pratiquées, donc des réflexes conditionnés, et vont doubler, tripler tes connexions synaptiques, ce qui va faire que l'information va passer beaucoup plus vite la prochaine fois. C'est ce que les sportifs essayent de faire en s'habituant à certains mouvements. D'ailleurs, c'est ce que nous faisons tous les jours. Un bon ouvrier, c'est quelqu'un qui a créé de très bons réflexes conditionnés. Comme un bon politique, c'est quelqu'un qui a créé de très bons réflexes conditionnés sur des phrases toutes faites à sortir dans un meeting. C'est comme moi, j'ai créé des réflexes conditionnés quand je discute avec toi en mettant des phrases, des mots. Mais là-dessus, j'ai les mots qui me permettent de m'habituer de penser beaucoup plus vite sur des situations nouvelles.
Tu vois? Alors que si tu n'as pas les mots, bah, tu penses en réflexe conditionné ou tu penses en acquis génétique. Tu comprends? Donc là apparaît le mot qui permet d'avoir accès à, entre guillemets, le libre arbitre. En vérité, c'est une image fausse, mais vraie, on va dire les deux, qui te permet très rapidement, face à un lion, face à un danger, ou face à un danger qui représente un risque de perte calorique, un risque de mort, hein, ou un avantage, ou par exemple face à une recherche calorique, une joie qui peut permettre, enfin non, la joie te permet d'avoir un acquis calorique permettant de survivre et de transmettre la vie, tout simplement. Donc, à partir et d'avoir un avantage pour transmettre cette vie, à partir du moment où tu as des données compressées en mots et des notions de temps dans le langage, donc je vais faire ça maintenant très rapidement, je vais, il faut que je fuis à gauche, tu peux penser beaucoup plus vite, tu peux envisager plusieurs scénarios différents, donc futurs différents, tu te projettes très rapidement dans plusieurs futurs, tu peux analyser pour trouver la meilleure solution. Alors que le lion, il est dans une seule, il est en réflexe conditionné. Des fois. En fait, on a l'apparition du choix à ce moment-là. À l'apparition du choix, on va dire du libre arbitre, entre guillemets. Okay. À ce moment-là, l'homme apparaît et les sélections de mutations grâce au progrès technique du langage avec compression de données en mots, ce n'est pas une mutation qui donne les mots. C'est les mots et les notions de temps qui entraînent la sélection de mutations favorisant la prolifération neuronale dans des zones du cerveau où on peut emmagasiner de la mémoire. Mémoire qui devient utile parce qu'avant, elle n'est pas utile. Donc, c'est pour ça qu'on voit ce développement très rapide du cerveau des hommes, hein, frontal, partout, tout ça, qui est en fin de compte une accumulation de mémoire permettant d'envisager le futur lentement ou rapidement. Et ça devient utile cette fois-ci. Parce qu'avant, ça ne sert à rien d'avoir une grosse mémoire, c'est trop lente. Donc, les mots permettent, en fin de compte, de penser rapidement. Donc, d'être... J'ai une question pour toi, Frédéric. C'est Greg qui la pose, tiens, pour le coup. Que pense Fred de la complexification croissante du langage, vocabulaire technique, par exemple? Elle évolue avec l'évolution de l'homme et le partage des tâches. Plus notre société devient complexe, plus nous développons dans des espaces vastes, plus nous sommes nombreux, plus nous complexifions nos relations de groupe, plus nous sommes obligés de complexifier notre langage. Chacun ayant, comme il y a un partage des tâches, chaque groupe aura son langage technique correspondant aux tâches qu'il va pratiquer. Donc, plus on évolue dans les sociétés humaines, plus il y a de techniciens, plus il y a de langage technique. Avant, par exemple, tu vois là, au temps des Grecs, tu lis l'Iliade ou l'Odyssée, je ne sais pas si tu l'as lu. Oui, c'est très métaphorique. On parle en métaphore. Pourquoi? Tout simplement parce que l'évolution n'a pas encore généré autant de technicité et le langage étant plus limité, on utilise. Ah, c'est intéressant comme point de vue, ça. On utilise le même mot pour le concept, mais on l'utilise d'une façon différente dans la façon dont on le place dans le langage. C'est vachement intéressant ce que tu dis. Et, tu sais, dans le Cantique des Cantiques, on dit tes seins sautaient comme des gazelles dans une colline. Tu vois, c'est tout simplement parce que ils n'avaient pas forcément les mots indiquant le ballottement des seins. Il n'y a peut-être pas ballottement. Tu vois, ballottement n'existait pas encore. Mais ça fait un langage très analogique, très imagé, la métaphore, la parabole, que l'on retrouve dans la Bible, dans les religions, qui est tout simplement le propre des civilisations qui ne sont pas encore totalement techniques. Mais justement, c'est intéressant ce que tu dis là. Ça m'évoque une question. C'est-à-dire que dans ta logique, là, dans ce que tu nous proposes, est-ce que tu penses que du coup, le symbolisme, ce serait un système qui serait venu pallier à justement un manque de complexité du langage? Le symbolisme permet de pallier un manque de complexité de langage dans une civilisation qui n'a pas encore atteint un certain niveau de technicité, tout simplement. Ça, c'est intéressant. Ça va pas plus loin. Avant l'arrivée de l'écriture, les hommes transmettent l'information fondamentale au groupe par les vieux déjà. Donc il y a augmentation augmentation de l'espérance de vie, sélection des individus les plus âgés, alors surtout essentiellement les hommes à la base, puisque c'est maintenant que les vieux papas génèrent par télomérase une enzyme qui est dans les
qui est près dans lequel baignent les spermatozoïdes, dans lequel baignent, donc, qui est à côté des spermatozoïdes, qui permet d'augmenter la taille des télomères du génome, donc de permettre d'avoir, je ne connais pas un biologiste, mais d'avoir des enfants, les vieux papas ont des enfants qui se dégraderont plus tard. D'accord. Donc, en général, si un vieux papa se reproduit, c'est qu'il est important pour le groupe. Ok. Parce qu'un vieux papa, un vieux papa ne peut attirer une jeune femme que s'il a un rôle dans le groupe important. Donc, il va générer des petits qui, à ce moment-là, vont être sélectionnés, vont être des petits qui vivront plus vieux parce qu'ils sont censés avoir les qualités du papa. Donc, qualité sûrement d'importance dans la capacité d'accumulation mémorielle dans le groupe. Puisqu'un chef, c'est quelqu'un qui accumule du savoir. Un sage, c'est quelqu'un qui accumule du savoir. Donc, l'augmentation de la durée de vie des hommes apparaît avec la complexification du groupe social et le besoin d'avoir un chef qui mémorise justement beaucoup de données fondamentales au groupe pour pouvoir éduquer le groupe. Mais tu vois, c'est comme des réceptacles de mémoire pour le groupe. Le vieux sage est tout simplement un réceptacle de mémoire. Comme on dit en Afrique, un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui meurt. C'est simple et c'est humide, ils n'ont pas de papier. Donc, c'est la tradition des griots au Sénégal. Tu vois. Ouais, j'entends. Ouais, dans une émission de bobo parisien. Donc, cette idée de symbolisme, etc., parce que ça, c'était intéressant. Donc, oui, Greg, vient après. C'est le fait. D'abord apparaît la musique, et la musique a plusieurs fonctions, bien sûr, mais la musique et la poésie ne sont pas des choses gratuites. La musique et la poésie, ce sont des choses qui sont faites pour pouvoir mémoriser des données plus facilement. Alors, unir le groupe, par exemple la musique, sous des vibrations communes, on écoute la même vibration, on appartient au même groupe, et en plus, cette musique a comme fonction d'être un marqueur mémoriel, un marqueur de mémoire permettant de te souvenir des moments qui étaient associés à cette musique. Le mariage, mariage, les gens qui étaient autour. Donc la musique a une fonction de mémorisation de moments. Mais la poésie aussi, parce que la poésie, c'est tout simplement des répétitions de rythme et de sonorité qui permettent d'aller rechercher plus facilement des mots, c'est-à-dire que ça permet de mémoriser plus facilement des choses. Pourquoi ? Parce que, alors moi je prends tout le temps cet exemple un peu vulgaire que j'amuse, c'est je t'encule Ursule, c'est beaucoup plus facile à mémoriser que je te sodomise Ursule. Je te sodomise n'a pas la même longueur. Et puis ça rime, et puis il y a un rythme, et puis Ursule et sodomise n'a pas la même sonorité finale que Ursule, ce qui fait que quand nous allons chercher le second mot dans notre petite mémoire, avec notre petit neurone, nous allons faire fonctionner nos neurones, il est beaucoup plus facile d'aller chercher dans les neurones proches, Ursule, Ursule, vont être stockés en partie dans le même endroit. Donc beaucoup plus rapide à aller chercher, et je t'encule, Ursule, ont la même longueur, donc il y a de fortes chances qu'ils soient en partie stockés. Alors c'est pas comme ça, c'est un enchevêtrement de synapses, correspondant à des neurones, vont avoir des connexions synaptiques plus proches, donc des réseaux de transmission d'informations communs et plus courts. Ça, c'est énergétique. Donc, la poésie, en fin de compte, n'a que comme fonction de faciliter la mémorisation de données très importantes. C'est pour ça que nous sommes sensibles à la poésie, parce que la mémorisation de données était importante au groupe pour qu'il survive dans un milieu hostile. Il y a un vieux qui a une mémoire et qui se souvient des choses par cet apprentissage de la poésie, le groupe aura un désavantage puisqu'il ne pourra pas mémoriser des choses fondamentales à l'éducation du groupe avec toutes les technicités, tous les savoirs qui lui permettent de connaître les bonnes plantes, connaître les attitudes à avoir, ça. Et on l'a par la poésie et la musique. On associe tout ça. Ce ne sont que des façons de mémoriser facilement des données fondamentales à la survie du groupe. Et après vient bien sûr l'écriture, les dessins dans les grottes. Ça, c'est un moyen. L'écriture et maintenant nos ordinateurs. Maintenant, tu ne te souviens plus de quelque chose, tu tapes Google et tu l'as avec les mots-clés. Tu comprends ? On trouve des choses, c'est sûr. Je vais continuer un petit peu là. Il y avait donc Greg qui continue sur l'histoire du symbolisme. Ce n'est pas un hasard si la complexification du langage a ruiné la perception symbolique du monde chez l'humain.
Le symbolisme permet la synthèse, contrairement à l'émiettement que cause la spécialisation liée à la technicité, comme le souligne Fred. Qu'est-ce que ça t'inspire, ça? Non, mais c'est vrai parce qu'on en discute souvent. Le symbolisme permet, je pense, d'avoir une vision beaucoup plus vaste du monde, par analogie, mais ça demande au cerveau de s'encombrer d'une quantité industrielle de données. D'accord. C'est très dur. Et si tu veux, après, c'est vrai que la technicité, on va dire la logique mathématique des choses, ce qui est enseigné, c'est très bien pour avoir un raisonnement logique sur une chose, trouvée par le calcul, un fonctionnement, mais tu perds dans cette, on va dire, dans cette étude du détail, tu perds la vue d'ensemble. Et là où le nouvel homme doit apparaître, c'est qu'il doit faire la jonction entre cette vision globale, permettant un savoir analogique, tout en conservant un savoir très technique qui lui permet de comprendre certaines choses et de faire avancer la science aussi, tu vois. Mais il a fait avancer dans un domaine, mais l'analogie te permet de prendre des choses d'un domaine et de le ramener dans un autre. Ouais, ça me fait penser à un modèle qui est pas mal utilisé dans le monde du développement personnel, mais aussi en psychologie, c'est le MBTI. Le MBTI, c'est un système qui a été basé sur les travaux de Carl Jung. Je ne sais pas si tu connais, si personne connaît, vous me dites, je vous clarifierai le truc. Et en fin de compte, il y a dans la modélisation de la personnalité que propose ce modèle-là, tu as au départ deux manières d'appréhender l'information. C'est soit global, soit détail. Et c'est vachement intéressant d'observer ça parce que c'est vrai que donc, ce système fonctionne comme sur un continuum. C'est-à-dire que l'être humain peut avoir une préférence pour le global en premier et ensuite le détail, ou le détail en premier puis ensuite le global. Et en fin de compte, l'idée, c'est de trouver une espèce d'équilibre qui permet d'avoir accès à vraiment une totalité, quoi. Ça va être capable de zoomer sur du détail pour rentrer dans la technique, etc. Et à la fois, pas perdre la vue d'ensemble, quoi. C'est un peu ce que tu essaies de nous dire, finalement. Souvent, les gens se perdent dans le détail ou ont une vision globale, instinctive, sans être capable d'entrer dans le détail. Moi, j'ai réussi à grouper les deux. De toute façon, tu vois mes dessins, hein, ce sont des dessins d'une grande finition. C'est toi qui as dessiné ce qu'on voit derrière. Hein. Oui. Voilà, comme ça, on peut voir tout de suite en direct. Je bâtis les choses, je bâtis les rapports énergétiques des choses entre elles. Je travaille avec la tradition de la Renaissance, qui est une tradition alliant le global et le détail. Hein. C'est l'homme complet de la Renaissance, c'est Léonard de Vinci. Ça donnait des esprits brillantissimes, tu vois. Mais après, on a besoin aussi de gens qui travaillent dans un domaine extrêmement précis et qui souvent sont des gens qui n'ont pas la capacité d'avoir une vue globale. Oui, c'est vrai. Alors, du coup, là, du coup, on a bien ta grille de lecture, on a bien la manière dont tu l'articules et de comment tu la penses. Alors, merci pour ça, parce que du coup, on l'aura en stock en vidéo. Ça, c'est chouette. Je peux t'expliquer la naissance de Dieu, dans la culture humaine, puisque c'est. Voilà, c'est là où je voulais t'emmener maintenant, justement. Comment Dieu est né? Dieu est, il est, depuis toujours, puisqu'il s'est présenté à Moïse déjà, mais les traditions chinoises, toutes les traditions, quelles qu'elles soient, conçoivent en vérité un Dieu comme ça, mais c'est dit d'une façon adaptée au peuple, à certains peuples qui vivent dans certains milieux. Donc, l'homme, très, très, très tôt, a été spirituel. Hein. La religion, la divinité, le fait de concevoir un esprit décorporé est directement lié à l'évolution humaine et à ces notions de temps apparues dans le langage. Pourquoi? Parce que, et là, c'est un petit texte que j'avais fait aujourd'hui, mais je n'ai pas le temps de le lire parce que je sais pas quand, j'ai pas envie de couper la vidéo. Hein. Et si tu veux, et là, on touche à la naissance de Dieu, parce que beaucoup de théologues, alors je sais pas, il y a un mec qui s'appelle Frédéric, comment il s'appelle? C'était mon voisin, tu sais, un spécialiste des religions en France qu'on voit sur toutes les émissions. Il parle Frédéric Lenoir, qui était mon voisin à l'Archamp où j'habitais. Ah ouais. Je l'avais appelé, il venait voir, mais il m'a jamais contacté, il m'a snobé. Donc merci Lenoir, je lui ai dit je peux vous expliquer la naissance de Dieu. Visiblement, il m'a pris pour un con. Il n'est pas si éveillé que ça, on va dire. Tu vois, non. Primitivement, il est dans
dans la synthèse de ce qu'il apprend et pas dans l'éveil et la recherche personnelle. Tu comprends? Ouais, je comprends. Ouais. Donc, la naissance de Dieu, elle est intimement liée à notre structure et aux notions de temps que nous avons acquises par cette bipédie, cette libération des bras. Et à partir du moment où, comme je l'ai expliqué, des notions de temps arrivent dans le langage, nous pouvons nous projeter spirituellement dans le passé et nous pouvons nous projeter spirituellement dans le futur. Nous pouvons nous projeter dans le temps et l'espace. Et en nous projetant dans le futur, nous sommes confrontés à quelque chose d'inéluctable. Spirituellement, nous nous confrontons, nous nous projetons par ces notions de temps, dans le demain, nous nous confrontons à la mort du moi, à la mort de nous-mêmes. L'abandon du moi, c'est-à-dire le fait d'être et d'ensuite de ne plus être. Être ou ne pas être, c'est la question. Ah oui. Comme disait comment on dit, chez expiré, chat expiré, comme disait Shakespeare, c'est ça, être ou ne pas être, telle est la question. C'est la grande question qui taraude l'homme. C'est ce qu'on voit dans, comment s'appelle, Tolstoï et La mort d'Ivan Ilitch, qui est en fin de compte une approche progressive de la mort. Je demande à tous les jeunes hommes, les jeunes femmes, mais plutôt les jeunes hommes, de lire La mort d'Ivan Ilitch pour comprendre la vie et pour comprendre la mort. Même si c'est très dur à avaler, ce roman fera de vous un homme complet. Donc, le fait d'être capable de se projeter spirituellement dans le futur par ces notions de temps te fait quitter directement l'insouciance, le paradis originel. C'était le jardin d'Éden, si tu veux. Nous faisions qu'un avec le monde, nous avions cette insouciance de l'avenir, même si nous avons peur, même s'il y a des prédateurs, même si nous sommes dans le stress, nous n'avons pas cette projection spatio-temporelle qui nous projette jusqu'à la limite de notre être, jusqu'au néant, qui va tarauder l'homme et qui va commencer à l'angoisser. Et c'est le fait d'être capable de se projeter spirituellement dans le futur par ces notions de temps acquises par libération des membres, le pointage, comme je te l'ai expliqué, qui va générer chez l'homme cette angoisse, mais aussi générer chez l'homme cette capacité de concevoir l'esprit ou Dieu. Et comment? Tout simplement, quand il a sa capacité de se projeter spirituellement dans le futur, il est capable de concevoir un être décorporé, projeté, sans corps, dans un futur ou un passé. Tu comprends? Oui, je comprends. Dire qu'il a la capacité de percevoir que sa conscience voyage dans le temps. Capable de percevoir une conscience décorporée. C'est ça, ouais. Projetant spirituellement dans le futur et le passé, l'homme devient spirituel. L'homme est capable de concevoir un esprit. Et comme il est confronté à ce néant, le fait de ne plus être, pour pouvoir se réguler énergétiquement, ne plus avoir cette angoisse qui le taraude, il se dit, mais si je suis capable de me concevoir spirituellement, sans mon corps, dans l'espace et le temps, peut-être que si je meurs, je meurs. Cet esprit que je projette dans l'espace et le temps perdure. Là naît la conscience de l'esprit. Alors au début, l'esprit des ancêtres, peut-être l'esprit de la nature, et progressivement, qui va doucement aller vers un esprit de Dieu, vers la compréhension d'un tout qui est spirituel. Mais ça ne peut passer que par un australopithèque qui arbore de la savane, qui marche dans la savane, qui indique les directions et qui crée d'une façon instinctive le langage avec des notions de temps. Et naît à ce moment-là l'homme spirituel. Et ce qui est fabuleux, c'est que nous avons découvert, nous, les chercheurs, alors pas moi, mais les chercheurs, je me considère comme chercheur. Tu fais de la recherche de manière indépendante. Chercheur au niveau, si tu veux, en philosophie, je me considère comme un des anthropologues et philosophes les plus doués, on va dire, ou les plus, on va dire, de ce 21e siècle. Balbution. Donc, on a découvert un Naledi qui est en Afrique du Sud, des restes dans une cavité de nombreux préhumains, on va dire, qu'on suppose dater d'après Australopithèque. Alors, ils ne peuvent pas dater, car ils ont trouvé beaucoup de squelettes dans un parfait état de conservation, qui s'étaient accumulés sur des générations dans une grotte. C'est intéressant, ça. Donc, ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'il y avait des pratiques funéraires. Ça veut dire qu'à moins de 2 millions d'années, alors on n'a pas encore la date, mais moi je l'indique parce qu'on a une très bonne conservation de ces squelettes et on a particulièrement une conservation du pied. Et le pied des Naledi est un pied de coureur et pas uniquement un pied marcheur comme Australopithèque. Ce qui, par son gros orteil épais, hein, c'est très, très basique, moi c'est ma spécialité, l'anatomie comparée. Donc on n'a pas un gros orteil épais comme ça par la volonté divine. Hein. Là, alors en vérité, c'est la volonté divine, mais qui passe par un cadre physique et une pression. Oui. Donc, ce Naledi marchait déjà, courait déjà un peu. Donc, il venait après Australopithèque et il était antérieur à Habilis et Erectus qui sont bien près, tu vois. Donc, moi, les dates, je m'en fous un peu. Mais donc, tu peux le situer juste après Australopithèque. Il avait un petit crâne, comme Australopithèque. Il n'avait pas un gros cerveau, mais il ne faut pas se leurrer. Hein. Le cerveau peut rentrer en complexification par développement des neurones n'est pas forcément de la taille du cerveau. Le tapissage, les circonvolutions qui augmentent la surface de neurones. Tu veux une feuille, tu peux mettre tant de neurones sur une surface donnée, tu augmentes les circonvolutions, donc des collines, des montées, donc tu vas pouvoir placer plus de neurones en surface, permettant justement de créer plus de connexions synaptiques et d'accumuler plus de données de mémorisation. Hein. Donc, il avait un petit cerveau, sûrement une reconstruction de sa surface avec un aire visuel moins développé, un aire cognitif plus développé, permettant d'envisager l'avenir et de souvenir du passé. Donc, s'il avait des notions, s'il enterrait ses morts, c'est qu'à 100%, pas à 99 ni à 98, il avait des notions de temps dans le langage. Oui, c'est sûr. Et ce n'est pas les outils pour grossir le cerveau. C'est pas non plus le fait d'être carnivore. Ouais. Tout le temps, si le fait d'être carnivore te donnait justement cette capacité spirituelle, cette intelligence, tous les tigres et tous les lions seraient déjà sur la Lune, tu vois, où auraient envoyé un satellite sur une comète. Tu vois, leur envoyer un robot sur une comète. Tu vois. Donc non, c'est le langage. Au commencement était le verbe, au commencement était la parole. Tout simplement. Tu vois. Et là, on s'aperçoit que les textes bibliques sont réalistes, sont vrais. Comme les textes coraniques. Hein, je veux dire, c'est pas de la connerie. C'est adapté à des peuples différents, mais il y a la sagesse des hommes dans ces textes. Même si cette sagesse peut être choquer les gens, adaptée à des gens extrêmement cruels et violents que l'on trouve dans les milieux, dans les lieux à calories limitées semi-désertiques, où il y a quand même un développement de population. Donc, c'est très intéressant de voir que Naledi, à 2 millions d'années, était déjà spirituel. Et il était spirituel parce qu'il avait le langage avec des notions de temps. Et le langage, le cerveau humain augmente, pas parce qu'il crée des outils, parce qu'il a des notions de temps dans le langage, il est religieux, il croit à des esprits, il a une notion de la mort, il a une notion balbutiante de l'au-delà, mais il est déjà un homme spirituel et un homme religieux. À moins de 2 millions d'années, tu as des hommes qui sont psychologiquement comme nous, même si bien sûr, ils ne sont pas capables d'accumuler autant de mémoire et d'être autant techniques que nous. Donc, il ne faut pas rigoler avec ça, il ne faut pas croire que nos ancêtres étaient des cons. Nous avons quelque chose de merveilleux qui est arrivé et qui ne peut être enclenché que par l'évolution. Et que dans tout coin de l'univers, où une boule de matière est à une juste distance d'une boule bien plus grosse et en fusion, il naîtra un être qui générera la conscience et qui un jour regardera le ciel en se disant « Pourquoi je suis là? Qui suis-je? Justement, où vais-je ?» Tu sais, je vais te citer là justement parce que ce que tu viens de dire, qui m'a motivé à faire cette interview qu'on a aujourd'hui. Je vous la mets dans le chat. Je vous la mets tout de suite. C'est celle-ci. Donc, elle est sur la chaîne de Frédéric. Elle s'appelle « La preuve irréfutable de l'existence de Dieu ». Moi, c'est cette vidéo-là qui a motivé le rendez-vous de ce soir. Et je suis très content parce que tu as développé tout ce que je voulais te faire dire. En fait, j'ai même pas eu besoin de te poser de questions. Non, mais il faut savoir que j'ai été directement mis en rapport avec Dieu, si tu veux. Je l'ai rencontré de face comme Moïse l'a rencontré. Mais nous sommes beaucoup à l'avoir rencontré. En général, on le rencontre à la fin de sa vie, hein, puisque l'énergie divine est tellement forte qu'il faut le filtre de l'illusion du monde et le filtre de la matière pour le percevoir. Ce que je suis d'accord, c'est qu'il faut une structure psychique qui est capable de l'entendre. Ça, je suis d'accord.
Voilà. Et l'entente peut te tuer. Et l'entente peut te tuer en un claquement de doigts, tout à fait. Je te rejoins aussi là-dessus. À ce moment-là, tout ton univers s'effondre, ton univers psychique, et tu es confronté à la réalité de l'existence. C'est-à-dire ça n'a pas changé, mais tu découvres la réalité telle qu'elle est, tu découvres Dieu tel qu'elle est, la face de Dieu te brûle, te tue. Ça, c'est justement, ça, c'est ce que tu dis là, ça rejoint c'est ce que tous les grands mystiques ont dit. Et dans la voie mystique, on ne peut rencontrer Dieu que dans l'anéantissement du moi. Voilà. Et j'ai eu un anéantissement du moi, mais je suis revenu au moi. Ah bah, il y a une renaissance derrière. Et ça, c'est le principe même de la nature. C'est que tout ce qui meurt est amené à renaître autrement, différemment. Pas du tout quelque chose d'agréable, que les gens le sachent. Non, c'est pas agréable. Non, ça c'est sûr. Ça, c'est quelque chose qu'on pourra développer, mais c'est vrai que quand les jeunes, je dis aussi beaucoup, recherchent justement cette expérience, je leur dis, mon Dieu, surtout pas, elle viendra bien assez tôt. Ouais, puis c'est vrai que ta vie, et un jour tu découvriras. Ah oui, ben, c'est assez sûr. Alors, je te cite, Frédéric, j'en profite. Dans ce petit texte que tu as récité dans la vidéo que j'ai postée sur le chat, il y a un moment donné, alors c'est pas tout le texte que je vais vous raconter, mais je prends juste cette petite phrase parce que je la trouve, puisqu'elle résume vraiment bien ce que tu nous as raconté ce soir. Et tu dis, et en chaque être qui, en tout point de l'univers, regardant le ciel étoilé, s'interroge sur l'immensité vertigineuse du monde, c'est la conscience de Dieu qui s'interroge sur lui-même. Voilà. Voilà ce que tu as mis dans ta vidéo. Et je trouve qu'en fin de compte, ça résume assez bien. Pour moi, c'est la plus belle aventure du monde que de regarder le ciel et se demander qu'est-ce qui se passe et comment essayer d'y répondre avec ma petite condition humaine et ce que je peux essayer de faire. Non, il y a encore plus beau. La plus belle aventure du monde, c'est la vie en elle-même, qui permet, parce que là, on entre dans le secret du monde. Quand les gens disent, mais pourquoi ce monde? Pourquoi il y a ce monde? Et tout simplement parce que ce monde, qui est parti de l'unité et qui a généré la pluralité, permet de vivre la relation à l'autre, tout simplement. Ah oui. Et donc, permet l'amour. Permet l'amour, tout à fait. Même si nous avons cette quête en nous de Dieu, qui est la quête de l'unité primordiale, l'unité originelle, l'important, c'est d'aller vers l'unité, mais ce qui est encore plus fondamental, c'est le chemin. Ouais. Comme disait Lao Tse ou Confucius, qui sont à peu près des fois les mêmes individus, puisque ce sont des êtres mythifiés qui ont accumulé aussi la sagesse de l'Orient. L'important, c'est le chemin. Et moi, je rajoute là-dessus, l'important, c'est le chemin, car sur le chemin, nous ne sommes pas seuls. Et l'espace d'une vie, nous avons pu aimer et être aimés. Et Dieu a pu, en nous, recevoir l'amour. Nous donnons l'amour à l'autre. En fin de compte, Dieu donne l'amour à soi-même. Et c'est la vie, le monde est fait pour générer la vie, et la vie est fait pour générer la relation à l'autre, et l'amour, ne plus être seul. Comme je dis toujours, une conscience hurlant seul, ou un Dieu hurlant seul dans les ténèbres de sa conscience, n'a aucun intérêt à vivre, et il vaut mieux qu'il s'immole en lui-même pour renaître dans ses créatures et vivre la relation à l'autre. Mais évidemment, Dieu, dans sa complétude, est en nous tous aussi. Tu comprends? Il est à l'extérieur et à l'intérieur, puisque de toute façon, Dieu est tout. Il est conscience. Tu comprends? Simplement. Le monde n'a pas de réalité physique réelle, puisqu'on s'aperçoit que la matière n'existe pas. Mais si le monde est une illusion, l'illusion est bien réelle. Et l'illusion a ses règles. Et ces règles n'ont qu'une seule fonction. C'est permettre la vie, et dans cette vie accueillir l'esprit, et cet esprit peut enfin vivre la relation à l'autre et à lui-même. Dans l'amour. Parfois dans la colère et la haine. Mais l'essentiel, c'est l'amour. Et comme je dis à tous les gens, n'ayez aucune haine, parce que haïr l'autre, c'est se haïr soi-même. On peut avoir de la colère, c'est normal, la colère fait survivre. Mais on ne peut pas avoir de la haine.
Alors justement, moi, dans ton discours, alors moi, je me rallie complètement à ce que tu proposes, puisque c'est la quête, la cause la plus noble qu'on puisse défendre en tant qu'être humain. En tout cas, moi, je partage ça à 100%. Mais alors justement, dans cette évolution de la spiritualité, telle que tu l'as décrite là juste avant, tu vois bien qu'elle s'adapte à toutes les religions. Ouais, je suis d'accord avec ça, ça me va. Un chrétien comme un musulman peut très bien s'y retrouver avec ça. Ah oui, oui, je suis complètement d'accord. Aucun problème. Oui, ben parce qu'on parle d'unité. Comme les religions brahmiques, hein, comme l'hindouisme. Hein. Ah oui, oui, moi ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, quand on parle d'unité, après, les peuples, en fonction d'une certaine forme d'évolution que tu as très bien décrit tout à l'heure, ont mis une forme à leur spiritualité. Mais la finalité, c'est pareil pour tout le monde. Qui n'ont comme but, en fin de compte, que de permettre au groupe de survivre. Ouais. Et d'être plus résistant, et ainsi de pouvoir protéger l'individu et de transmettre plus facilement la vie. Simplement. Les religions, l'homme est spirituel de base, mais la religion et tous les codes religieux, les interdits et les dogmes n'ont qu'une seule fonction, unir le groupe derrière ses interdits, ses obligations, derrière ses croyances et ses dogmes, pour pouvoir solidifier, consolider ce groupe qui fera comme une carapace protégeant l'individu accueillant l'esprit, donc accueillant Dieu. Hein, comme Jésus a dit, buvez, accueillir l'esprit en soi, buvez, c'est mon corps, mangez, c'est mon sang. On arrive à Ouroboros, où comme donc l'esprit de Dieu en soi, hein, et comme dit d'une façon plus subtile Mohamed dans le Coran, plus près de toi que ta veine jugulaire. Qu'est-ce qui peut être plus près de toi que ta veine jugulaire que Dieu? Il est en toi. Il n'est plus que Dieu, et Mohamed est son prophète, mais Jésus aussi. Alors, tous les prophètes sont réels. Ils ont uni, et ce qui est de Dieu, c'est ce qui est valable pour le groupe, tout simplement. Tu vois ça, c'est intéressant. Ça, j'aime bien quand tu fais cette jonction entre ce qui est de Dieu et en fait, c'est pour le groupe, quoi. Oui, parce que le groupe est le garant de la survie de l'individu. C'est un animal social de base, au cours de son évolution. C'est pas un ours. Mais ça fait bien le lien en fait entre cette quête de spiritualité individuelle et le bénéfice que le groupe peut en avoir. Et donc qui est bon pour la condition et pour que la vie continue sur Terre. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est précisément ça, dans ton discours qu'on n'entend pas beaucoup dans le reste de cette mouvance spirituelle New Age qui... Le sage qui s'isole pour trouver Dieu est un égoïste. Mais il revient toujours vers la communauté après. Un vrai sage, ah oui, mais l'ermite, c'est faux. Mais un vrai sage, c'est vrai. C'est quelqu'un qui s'isole en lui-même. Donc, il est obligé de se couper du bruit du monde, comme dirait Jean-Claude Van Damme, qui est un grand philosophe. J'aime le citer parce que les gens ne comprennent pas que c'est un grand philosophe. Moi, je pense qu'il a compris intuitivement plein de choses aussi. Donc, tu t'éloignes du bruit du monde en toi-même. Donc, tu vas au désert, comme Jésus, ou tu vas au désert, comme Mohamed. Donc, tu t'isoles du monde. Et dans ces immensités, tu te retrouves seul avec toi-même et avec Dieu. Et là, tu comprends le fonctionnement du monde, car tu comprends ton fonctionnement à toi-même. Et là, tu reviens enseigner aux hommes. De plus, le fait de s'éloigner du groupe permet d'avoir une vision globale et de comprendre le monde. Ça, c'est sûr. Ensuite, de pouvoir revenir, débarrasser des pulsions, des confrontations, on va dire, de tout ce qui stimule tes émotions. Tu t'éloignes de tout ça, sans émotion, pour avoir une vision froide du monde et en comprendre le fonctionnement. Et à ce moment-là, tu reviens enseigner auprès des hommes. Et là, tu deviens un vrai sage, pouvant apporter la paix sur Terre. C'est ça, c'est... Entrer dans mon église, c'est 50 francs l'abonnement. Voilà. Et faites un chèque, puis voilà. Mon enseignement à des jeunes femmes, et si vous voulez, elles peuvent s'accoupler à moi, et les petits qui en naîtront auront ce savoir. Mais je prendrai bien sûr des jeunes vierges très belles et non, ça c'est. Mais ce que je t'ai dit est d'une grande profondeur, puisque ça ne vient pas de moi, ça vient bien plus loin. C'est sûr qu'à un moment donné, j'entends bien que
comment dire, quand on a subi ce phénomène de mort intérieure psychique, la mort du moi, l'anéantissement du moi, il y a quelque chose qui prend la relève, il y a Un une phénomène volonté de qui prend la mort, relève. souvent accompagné d'une, comment s'appelle, les expériences de mort imminente. Imminente, ouais, c'est ça. Souvent accompagné d'expériences de mort imminente. Hein. On est très proche en général quand on a ça. Ouais, c'est vrai que c'est ou Moïse, même s'ils ont été mythifiés, il y a derrière une réalité palpable de mort imminente, de confrontation à Dieu, donc de confrontation à l'esprit qui Ah oui, c'est sûr. Mais moi, de toute façon, quand on lit ces textes-là, évacue de la matière, tu vois, et qui comprend qu'il est énergie. ouais. Oui, il comprend qu'il est énergie. Ouais, c'est ça. Le mot est là. Il comprend qu'il est énergie. Tout Et est c'est marrant parce que énergétique. Et c'est pour ça que je peux parler de théologie comme je peux te parler de relations énergétiques dans le monde. C'est-à-dire que je peux très bien être un prophète. Alors j'exagère quand je dis ça, parce qu'un prophète ne se trompe jamais. Non. Mais ça dépend de la définition qu'on donne à un prophète. Je peux très bien être un théologue qui apporte les clés de l'avenir, la compréhension des religions, comme je peux être un très grand politique qui peut gérer et administrer des États, puisqu'en fin de compte, le fait de connaître, de comprendre le fonctionnement des réseaux énergétiques et des désirs humains et des passions humaines qui n'ont comme cause que des causes énergétiques, accumulation énergétique et restitution énergétique. Accumulation énergétique, c'est la base de tout, c'est ça de la vie. C'est j'accumule l'énergie dans ma jeunesse, je me gonfle d'énergie en mangeant le monde, Ouroboros, tu vois. J'accumule cette énergie, c'est cette volonté de puissance décrite par Nietzsche. Alors Nietzsche n'est pas allé jusqu'au bout. Si tu veux, moi, j'ai poussé plus loin que Nietzsche. J'ai dépassé Nietzsche dans son analyse. Ça, j'aime bien dire ça parce qu'après, j'ai tous les petits nationaux qui s'énervent. On ne peut pas faire plus que Nietzsche. Je ne peux pas leur dire ça, mais ce qui est réel. Donc, il y a cette accumulation énergétique qu'on peut appeler cette volonté de puissance qui est en vérité la jeunesse accumulant l'énergie. Et ensuite, il y a cette restitution énergétique dans le mouvement, puisque le mouvement est généré par l'énergie accumulée, hein, mais la perte, la dissipation énergétique dans le mouvement pour aller vers l'autre, dans l'âge d'homme, et transmettre la vie avant de mourir, tout simplement. Transmettre la vie, transmettre une vie et un individu qui aura eu des mutations lui permettant, avec un peu de chance, de mieux s'adapter à un milieu toujours changeant. Et il y a la troisième étape de l'homme, celle où je suis en train d'arriver progressivement, puisque je commence à vieillir, je commence à me dégrader. Hein, c'est le don de soi à l'humanité, le sacrifice christique, qui est, en fin de compte, l'abandon de soi, et je redonne mon énergie au monde dans le savoir que j'enseigne gratuitement. Ouais. Ouais, notez bien. Le sacrifice christique, je ne reçois rien des autres, je donne. Mais bien sûr, si j'écris un livre sur le domaine, je vais recevoir des autres. Mais je ne vais pas recevoir des autres. Je suis en train d'écrire un livre. Évidemment, il y a de grandes chances que c'est un livre qui fasse un best-seller. Il peut rater aussi. Mais je ne vais pas conserver cette énergie pour m'acheter une Ferrari, 2 Ferrari, 3 Ferrari, un certain niveau d'éveil, j'en ai rien à foutre. À partir du moment où j'ai une belle baraque à Budapest et une belle baraque dans le sud de la Hongrie où j'ai ma salle de gym pour vivre mon corps, discuter avec mes copains paysans proches des animaux et aller à Budapest pour des fois être en contact dans les salles de gym où j'aime rencontrer des gens, parce que je suis un être social, je n'ai pas besoin de plus. Ça va pour moi. Mais c'est ça. Je prends, j'accumule, je redonne en dupliquant la vie, et je vais à la quête de la femme, hein, où la femme prend l'énergie de l'homme, et après redonne à son enfant. De toute façon, c'est que des rapports énergétiques. Et ensuite, le dernier passage de l'existence, c'est je suis le vieux sage barbu avec un gros front, et je redonne mon énergie aux autres par le savoir que je dispense ou par les attentions et la joie que je procure. Eh ben écoute, franchement, j'ai presque envie de finir là-dessus. Voilà. Parce que là, il n'y a pas mieux pour mot de la fin, là, quand même. Hein. Ouais, c'est bon, hein. Bah oui, écoute. Les uns les autres. Il y a un gars qui est passé avant moi qui l'a dit, hein, aime ton prochain comme toi-même. Hein. Ouais. Ça. Bah heureusement qu'il y en a encore pour le répéter, parce que ça a du mal à rentrer dans l'oreille de tout le monde, hein, tu sais.
Mais écoutez, alors si des gens ont des questions, allez-y, mettez-en dans le chat. Comme Mohamed, il n'y a de Dieu que Dieu. Évidemment, il y a Ouais, une seule chose, Dieu et la conscience. ouais. Mais il y a un truc que je voudrais noter. Un autre truc très important à dire, Moi. c'est qu'il faut être des esclaves de Dieu. C'est-à-dire, il ne faut vivre que pour Dieu, c'est-à-dire que pour les hommes, le groupe. C'est-à-dire, il faut aimer, prier Dieu, et c'est en vérité aimer et prier Dieu, mais qui ne sert Dieu, qui sert Dieu ne sert Dieu qu'en servant les hommes, puisque c'est dans l'homme que vient l'esprit. Donc, c'est ça, tu comprends? Donc, il faut être soumis à Dieu, mais cette soumission à Dieu, donc au bien du groupe, qui génère le bien de l'individu, soumission à Dieu totale, que l'on peut voir dans la religion musulmane, mais qu'on peut voir aussi dans le christianisme, hein, ou dans toutes les religions. Hein. C'est très bien, on va dire que c'est la pierre angulaire, c'est la base du Coran, la base de Mohammed, mais c'est aussi dit dans Jésus. Hein. Ouais, mais je trouve que c'est vrai que pour le coup, je trouve que l'islam a bien compris ça. Voilà, cette soumission totale à Dieu n'est qu'en vérité un don total de soi au groupe, car le groupe est le garant de la survie de l'individu, de toi-même. Donc, être esclave de Dieu te libère de la hiérarchie des hommes et te permet d'être un homme accompli qui ne fera que le bien pour le groupe et ne fera pas le bien pour un dictateur ou pour un despote, hein, ou pour quelqu'un intéressé par lui-même et qui ne vivra que pour le groupe, car le groupe en lui-même est le garant de la survie de l'individu et le groupe conserve les particularités génétiques des individus qui sont adaptés à un milieu donné. Alors justement, avant qu'on termine, moi j'ai une question qui me taraude depuis tout à l'heure et j'attendais le bon moment pour te la poser. Puis finalement, là, ce que tu viens de dire, c'est le bon terrain pour. Là, on a développé une idée où l'homme, en fait, se sert de la nature, se sert de sa nature, de sa conscience, etc., pour évoluer spirituellement, se développer au niveau de sa conscience, devenir plus lucide, plus adapté, etc. Comment ça se fait, puisqu'on le constate quand même, parce que là, c'est quand même quelque chose de noble que tu proposes comme chemin. Moi, je trouve que c'est plutôt une belle réalisation. Comment on explique alors que d'autres personnes font un chemin, alors similaire, non, pas vraiment, mais consomment l'énergie à des fins, on va dire, plutôt destructrices, plutôt sans la restituer, sans restitution. Sans restitution, voilà, exactement. L'alimentation calorique sans restitution, qui est une erreur, c'est-à-dire que c'est des gens tout simplement qui n'ont pas compris le fonctionnement du monde. Il suffit de les enseigner par le verbe, de parler, de leur expliquer le fonctionnement du monde, et ces gens-là retourneront dans le droit chemin. C'est l'histoire de Satan ou du diable. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Qui veut être le maître du monde et qui n'a pas compris. En fin de compte, c'est quoi le diable? Le diable, c'est, on va dire, l'esprit qui se trompe de chemin. Simplement, qui pense que le monde est fait pour être possédé, hein, je suis le maître du monde, alors que le monde n'a qu'une seule fonction, permettre à l'esprit de se réaliser et de vivre la relation à l'autre, d'aimer et être aimé, et de non d'être possédé. Si tu veux posséder le monde, tu es seul dans ce monde, et tu regardes un monde et c'est à moi, mais tu ne vis pas la relation à l'autre. Oui. Une relation de domination. La relation de domination, maître-esclave, n'est pas une véritable réalisation humaine, totale et divine, puisque la véritable réalisation humaine et divine recherchée à la base, c'est la relation d'amour à l'autre qui va générer la duplication et la vie. Ensuite, tu accueilleras encore l'esprit pour vivre éternellement l'espace d'un univers, on va dire, la relation à l'autre et l'amour. Ouais, d'accord. En tout point de l'univers. Tu vois, c'est beau, c'est magnifique. Nous sommes sur un grand radeau et nous vivons, comme je dis tout le temps, je sors tout le temps des petites phrases, quand je vois mon petit garçon dans un lac berlinois, c'est Wannsee, qui avait 3 ans et demi, 4 ans, et qui était heureux à jouer avec son papa et sa maman dans l'eau. C'était l'inconscience de Dieu, heureux ne faisant qu'un avec lui-même, dans cette chaleur d'été, dans cette canicule, avec son papa et sa maman, dans la relation à l'autre, dans la relation charnelle avec son papa, charnelle réelle, une relation désintéressée, d'amour, au milieu de la nature, au milieu de lui-même. Tu vois, c'est son environnement primordial. Au milieu de lui-même. Nous ne sommes qu'une. Nous ne sommes. Le monde est une expansion de nous-mêmes, si tu veux. Nous n'en avons pas conscience. On peut terminer là-dessus, si tu veux. Hein. Allez, vas-y. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Nous pensons à un libre arbitre. Et non, pas du tout, puisque nos pensées surviennent
sans que nous puissions en commander l'arrivée. Très platonicien ce que tu nous dis. Nous sommes réaction automatique Mm. en fonction des vibrations que nous envoie le monde ou le tout. Donc, nous ne sommes rien qu'une antenne vibrant de l'énergie que nous envoie la globalité du monde. Donc, que sommes-nous? Nous sommes la pensée du monde, mais de notre point de vue spatio-temporel, tout simplement. Donc, le monde en nous pense, nous croyons que nous sommes indépendants et que nous pensons, mais non, nous ne sommes rien, nous sommes des antennes, et c'est le tout qui pense en nous, mais en chacun de nous, et d'une façon différente, puisque sa situation spatio-temporelle au sein de lui-même est différente. Mais c'est le monde qui pense en nous. Seul, tu n'es rien. Voilà. Vous avez compris qui vous êtes, les gars? Alors, aimez-vous les uns les autres. Faites de la musculation et un travail social qui vous faites du sport, ouais, ça c'est important. Ça. Qui vous permettent d'améliorer le monde dans lequel vous êtes. Ne faites pas de travaux de merde pour soumettre les autres. Ne vous soumettez jamais, si ce n'est à Dieu, et ne faites que des choses bonnes pour le groupe, car les choses bonnes pour le groupe sont indirectement bonnes pour vous, bien sûr. Eh bien, écoutez, moi je dis point final. Voilà. C'est impeccable. On a eu du pur Frédéric Delavier 100% là. Voilà. Je vais monter mon église, alors je vais vous envoyer comment on appelle ça, un Tipeee. Voilà, donc il va vous laisser pour le crowdfunding. Surtout, venez avec vos femmes. Vos femmes. C'est important. Voilà. Bah, écoute, Frédéric, je te remercie beaucoup. Voilà. Je te remercie beaucoup d'avoir joué le jeu. Moi, je suis ravi parce que j'ai même pas eu besoin de te poser une seule question, enfin deux, trois, mais en tout cas, tout ce que je voulais te faire dire, tu l'as développé naturellement. Monologue un peu égoïste. Non, en vérité, c'est parce que… Non, mais on s'en fout parce que tout est dedans, quoi. C'est ce que je voulais que tu dises, tout est là. Voilà. Donc, je suis content. La vidéo sera archivée et ce sera une vidéo en plus de toi où on pourra y trouver de quoi réfléchir un peu. Qui permettra au monde d'entrer dans son nouvel ère. Bah, j'espère, je le souhaite, parce qu'on en a bien besoin. Je pense que ce que je raconte, alors c'est pas moi qui le raconte, puisque en vérité, j'ai effacé mon moi pour ne laisser parler que le tout, si tu veux. Et je pense que ce que je raconte permet d'avoir les clés de compréhension du monde et permettra aux hommes, à l'humanité, de vivre en paix, ou du moins de comprendre un peu le fonctionnement du monde. Car c'est la science et la religion, la théologie, on va dire, la compréhension, qui se rejoignent. Parce que je l'ai expliqué, l'homme est religieux. J'explique comment c'est arrivé, c'est très simple. Ben voilà, on a donc eu accès à ta grille de lecture pour comprendre un peu d'où tu parles. J'ai mis les liens pour tous ceux qui veulent suivre Frédéric, qui veulent voir un peu son travail un peu plus en profondeur. Au début du chat, bon, je vais quand même les remettre pour la forme, mais vous avez les liens. Donc je les remets avant de partir. Ça, c'est le Facebook. Je la mettrai sur ma page Facebook. Ouais. Donc ça, c'est son Facebook. Vous avez son YouTube qui est là. Je viens de les poster. Et le site… alors, petite parenthèse avant la fin, pour tous ceux qui pratiquent du sport ou qui sont dans une discipline sportive quelconque, Frédéric a vraiment un gros travail extraordinaire à proposer en bouquin. Moi, je suis moi-même pratiquant d'arts martiaux depuis une vingtaine d'années. J'ai trouvé des trésors de biomécanique dans ses travaux. Je m'en sers, je ne vous le cache pas, c'est super fonctionnel. Et j'ai tes bouquins qui vont arriver à la maison bientôt, Frédéric, d'ailleurs. Donc voilà, je vous remercie à tous. Merci à toi encore, Frédéric. Rien. Et puis, une prochaine fois, ma foi. Voilà, et puis j'annonce qu'il va bientôt y avoir un livre qui va sortir, L'éveil des consciences ou comment devenir un homme libre. Voilà. En espérant que ça permette à l'humanité, aux hommes, à l'humanité d'évoluer et aux hommes de s'affranchir de l'illusion de la hiérarchie et de devenir réellement libre, de pouvoir réaliser leur vie, de savoir en réalisant leur vie quel est l'essentiel à réaliser. Et l'essentiel est simple. Voilà, le message est passé. Voilà. Bon, bonne soirée à tous et puis à la prochaine fois. À bientôt.